Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus et d'être présents. Je suis Florence Guillotin, j'étais jusqu'à il y a pas longtemps la présidente du syndicat national des internes en pharmacie et biologie médicale et je suis actuellement interne en dernier semestre. Donc le webinaire qui sont là ce soir, c'est pour présenter justement les différents aspects de cette spécialité qui est la biologie médicale, qui est une spécialité qui reçoit à la fois des médecins et des pharmaciens. C'est la seule spécialité mixte du domaine médical. Qui est en DES en 4 ans et qui gère en fait toutes les analyses des prélèvements, enfin de sang et des différents flux. Il y a beaucoup de spécialités, on les verra dans le webinaire de la semaine prochaine, mais en fait la biologie médicale, elle est aussi extrêmement riche et diversifiée par ses modes d'exercice. On peut travailler en CH, en CHU, on peut travailler dans le privé, dans le diagnostic in vitro, etc. Et c'est l'objet des présentations de ce soir. On a la chance d'avoir plusieurs intervenants qui viennent de différents milieux, des intervenants de centres hospitaliers avec le docteur Mathieu Quentz, en CHU avec le docteur Louis Lacaille, l'exercice hospitalo-universitaire avec le professeur Jean-Louis Baudeux. On a également l'industrie du diagnostic in vitro avec le docteur Stéphane Yakov. Le mode d'exercice dans le privé avec la création d'un laboratoire avec le docteur Alice Dufourgeret et enfin les différentes facettes de l'exercice libéral avec le docteur Lionel Baron. Donc les différentes présentations vont durer une dizaine de minutes et ensuite à la fin on fera la session de questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le chat. Moi je les récupère et à la fin de la session on posera les questions aux différents intervenants. Donc les questions se font à la toute fin et pas après chaque intervention. Donc je vais donner la parole en premier lieu au docteur Mathieu Quentz, qui est praticien hospitalier au centre hospitalier Mont-d'Or d'Aurillac et qui est également président de la commission médicale d'établissement. Bonjour à tous, merci. Donc je vais vous partager un diaporama où je vais aborder, les spécificités d'exercice de la biologie médicale en centre hospitalier général. Donc tout d'abord rapidement, donc la biologie médicale, elle est, pluridisciplinaire puisqu'on va pouvoir exercer en centre hospitalier, toutes les facettes, de la biologie, l'hémato, l'hémostase, la microbiologie, la biochimie, que ce soit sur des techniques qui sont automatisées ou manuelles. Et puis, au sein d'un centre hospitalier, elle est surtout pluriprofessionnelle, puisqu'on va être amené à travailler avec, l'ensemble des intervenants, qui sont présents, dans le parcours de soins du patient et exerçant à l'hôpital, mais aussi en ville. La biologie médicale, elle intervient dans 70 des diagnostics, suivis thérapeutiques ou dans de la prévention. Elle est donc, au cœur du parcours de soins du patient, à la fois dans l'hôpital, mais aussi, dans la médecine de ville. Sur les spécificités de l'exercice professionnel, ça va dépendre de la taille du CH, du type de service et du volume d'activité dans lequel vous allez exercer, dans le centre hospitalier dans lequel vous allez exercer, aussi, la place du centre hospitalier dans son GHT. Est-ce que c'est un GHT qui va être est-ce que c'est un CH qui va être support de GHT? Et puis le nombre de laboratoires publics, est-ce qu'il y a des collaborations au sein du GHT? Est-ce qu'il y a une direction commune? Ou est-ce que c'est un GCS de biologie, un groupement de coopération sanitaire, qui est créé au sein du GHT pour travailler, ce qui fait qu'il y a un seul laboratoire au final au sein de ce territoire. Donc sur cet exercice professionnel, il peut être en fonction de la taille du centre hospitalier, soit polyvalent avec des références par secteur, soit spécialisé, où on va travailler que dans une discipline, mais on aura toujours une notion de polyvalence qui va être obligatoire, puisqu'on a un exercice qui va être 24 heures et 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du fait de la PDSE, qui est la permanence des soins dans les établissements de santé. La particularité, c'est qu'il y a un flux d'activité qui est assez unique dans les hôpitaux, à la fois des urgences, avec un rythme de passage des urgences qui va être important et avec un temps de rendu de résultats qui va être à maintenir. Et puis un flux de routine qui va mixer à la fois les prélèvements qui sont effectués dans les services de soins, mais aussi l'accueil des patients externes. Et la maîtrise de ce flux d'activité est cruciale pour maintenir le bon fonctionnement au niveau de l'hôpital et éviter d'avoir une embolisation dans les services, notamment dans le service des urgences. L'autre particularité d'exercer en centre hospitalier, c'est l'hétérogénéité des prélèvements,
puisqu'on va avoir des LCR, on va avoir de la néonate, on va avoir de la réanimation, on va avoir des urgences, on a tout type de prélèvement qui va être prélevé. On a des profils de patients qui sont assez pathologiques, on va avoir des découvertes de pathologies aiguës, on va avoir des suivis chroniques, on va avoir des diagnostics et puis on va avoir des prises en charge étiologiques. Des prélèvements particuliers, tout ce qui est prélèvement un peu plus invasif, des myélogrammes, et puis aussi d'autres types de prélèvements bactériaux, microbiaux, des LBA, des lavages, et puis des microméthodes aussi pour les enfants et les petits pois. Des activités spécialisées, donc en hémato, par exemple, tout ce qui est activité myélogramme, qu'on va retrouver principalement dans les CH et CHU, mais aussi dans certains laboratoires privés qui ont une certaine taille, de l'immunophénotypage, de l'immunohématologie pour toute la gestion de la transfusion, de la biologie moléculaire et puis de la biologie qui est urgente. On va avoir aussi la gestion de la biologie hospitalière, enfin la biologie délocalisée hospitalière, intra-hospitalière, mais aussi pré-hospitalière dans les camions du SMUR. Des prescriptions qui sont complexes, avec des sous-traitances qui sont structurées avec l'ensemble des intervenants, avec des analyses très, très spécialisées. Et puis une partie avis et prestations de conseil qui est assez importante. Et puis un dialogue clinico-biologique qui va être présent et qui est au cœur du fonctionnement hospitalier. On va participer aussi à des staffs et à des RCP. Et puis, il y a toute la gestion des RIHN aussi et des listes complémentaires, qui est une particularité des CH et des CHU. D'autres activités, donc il peut y avoir une participation à l'hygiène hospitalière, la gestion d'un EFS ou d'un dépôt de sang, et puis aussi à la partie accueil et formation des internes, donc les internes de DES Bio, mais aussi des autres spécialités potentiellement, comme les DES d'infectieux qui doivent passer en microbiologie. On a dedans l'encadrement des mémoires et des tests internes, et puis une participation à la recherche clinique, même dans les centres hospitaliers dits périphériques. On va avoir, on va relever aussi des fonctions transversales intra-services, des fonctions managériales avec la gestion des personnels médicaux, le PM, avec le binôme aussi cadre-chef de service, un aspect aussi médico-économique pour le fonctionnement du laboratoire du coup, au quotidien et les investissements, des fonctions transversales en informatique, donc le SIL, la gestion du manuel de prélèvement, les middleware, le serveur de résultats, la prescription connectée, et puis le DPI, qui est le dossier patient informatisé, qui est normalement unique au niveau d'un établissement. Et puis bien sûr la qualité, à la fois dans le core lab, donc dans le laboratoire central, et puis aussi dans les POC qui constituent la biologie délocalisée. Des activités transversales qui sont aussi institutionnelles, en participant aux sous-commissions de la CME, et particulièrement le CLAN, donc qui va gérer la nutrition, le CLIN, toutes les infections nosocomiales, la CANP, qui est la commission d'admission non programmée, qui va gérer tout le flux en entrant des urgences, le plan d'équipement médical pour gérer les investissements pluriannuels qui doivent rentrer dans une enveloppe, la CAI, qui est le comité des anti-infectieux, et puis toute la partie sur la recherche clinique. Participer aussi à des copies institutionnelles, donc qualité, GTHSSE, c'est gestion des tensions hospitalières et situations sanitaires exceptionnelles. C'est l'adaptabilité en fait de l'établissement à des situations sanitaires qui sont exceptionnelles, par exemple le Covid. Et donc là, le laboratoire a toute sa place en fonction du risque. Tout ce qui est bureautique et dossier patient informatisé, et puis les copies de médicaments, et puis différents groupes de travail qui peuvent intervenir. Et une participation aussi à l'hémovigilance, la coordination des risques, la qualité avec les RMM et les CREX, qui sont l'analyse en fait de la morbimortalité, et tout le travail sur l'identitovigilance. Donc au final, sur les activités managériales intra et inter-CH, donc il y a la gouvernance de l'hôpital, après il va y avoir présidence de CME, chefferie de pôle, chef de service, et puis, au niveau du CH, et puis de l'autre côté, au niveau de la commission médicale de groupement qui va structurer le GHT, la présidence de CMG, les pôles interétablissements et plus ou moins les fédérations interhospitalières. Dans tous ces endroits-là, le laboratoire va avoir sa place et les biologistes exerçants vont pouvoir prendre une place dans ces différentes fonctions. Quelles sont les conditions d'exercice dans l'hôpital? Donc, on va pouvoir exercer soit en tant que contractuel pour 6 années maximum. On va pouvoir avoir un contrat qui va être négocié entre l'échelon 1 et l'échelon 6. À certains endroits, sous accord de l'ARS, on va pouvoir bénéficier de PHC de motif 2, où on va avoir une rémunération jusqu'à 119 000 € par an. On travaille 10 demi-journées par semaine, 15 journées de congé formation, 25 CA et 19 RTT dans ce
ce statut-là. Ou sinon, en tant que titulaire, après l'obtention du concours de praticien hospitalier, nous sommes nommés par le CNG dans un établissement après avoir candidaté. Après une année probatoire, on a un avancement salarial en fonction d'une grille d'ancienneté. Les arrêtés d'avancement sont définis par le CNG. On peut avoir une reprise d'ancienneté, c'est-à-dire qu'on peut avoir fait du privé et après retourner dans le public. On ne perd pas son ancienneté. Il y a une reprise de l'ancienneté aux 2 tiers les 10 premières années et 1 tiers après la 10e année. Lorsqu'on n'exerce pas d'exercice libéral et qu'on fait que de l'exercice hospitalier, on a une prime d'exercice, prime d'exclusivité de service public qui est à 1 010 € brut par mois. On peut aussi faire de l'exercice libéral dans son statut de PH à hauteur de 20% de son temps. Et puis, on a des exercices mixtes qui sont possibles. On travaille 10 demi-journées par semaine et toujours 15 jours de formation, de congé formation, 25 CA et 19 RTT. Donc au final, on peut être PH à temps plein ou temps partiel. On peut avoir des vacations lorsque c'est inférieur à 50%. Et donc ça, c'est plutôt dans le cadre de CDI maintenant avec les nouveaux statuts. On peut être 100% PH temps plein, c'est 100% de son temps ou 90%. Où là, on a accès à l'exercice libéral en tant que praticien hospitalier en interne à l'hôpital. On peut faire un exercice mixte. Soit on travaille avec une quotité de temps à temps partiel dans le public et puis on a un poste dans le privé. Soit on a un exercice mixte où on peut être 100% public avec une mise à disposition, par exemple à l'EFS. Au niveau de la rémunération, donc on a une grille d'émoluments qui est publiée au journal officiel en fonction de son ancienneté. Là-dessus va venir s'ajouter des astreintes, des gardes. La TTA, c'est le temps de travail additionnel, c'est le temps de travail au-delà de 48 heures ou lors de la permanence des soins. Différentes primes, donc chef de service, président de CME, la prime d'exercice territorial en fonction du nombre de demi-journées qu'on exerce dans un autre site. La PST qui a été installée lors de la loi RIST, c'est la prime de solidarité territoriale où on va exercer dans un autre établissement qui est en difficulté. Et puis l'IUSPE, lorsqu'on se consacre exclusivement à l'exercice hospitalier public. À partir de là, on a une rémunération brute. Et donc, je vous ai mis les grilles que ça donnait. Donc, ce sont les avant-dernières grilles, puisque des nouvelles grilles ont été publiées dimanche dernier avec une augmentation de 1,5% au niveau du brut. Donc, vous commencez au premier échelon et on finit au 13e échelon avec un décalage par 2 ans d'ancienneté à chaque fois, on change d'échelon. Je vous ai mis le brut avec l'IUSPE, ce que ça faisait derrière en mensuel. Ça, c'est hors garde et hors astreinte et hors autre indemnité. Si on veut comparer par rapport au privé, ce qui est intéressant, c'est de calculer le super brut. Ça correspond, le brut majoré en fait, des charges patronales. Donc vous voyez qu'au premier échelon, avec l'IUSPE, hors astreinte, on est autour de 97 000 € bruts. Et puis on finit au 13e échelon à 178 000 € bruts. C'est ce qu'on appelle le super brut. C'est le meilleur moyen de comparer le public et le privé, puisque ça intègre les charges patronales. C'est donc du salaire qui va être différé du fait de les prestations sociales, arrêt maladie, retraite, X ou Y chose. Et puis j'ai fait une simulation rapidement avec des astreintes. Lorsqu'on a un laboratoire polyvalent avec 5 biologistes, en moyenne, la TTA qu'on va avoir et le nombre d'astreintes. Vous voyez qu'au premier échelon, on est autour de 111 000 € bruts avec l'IUSPE. Et puis, selon le déroulé de carrière, on finit à peu près à 192 000 € bruts. Là, c'est vraiment une simulation en fonction des astreintes et du temps de déplacement que l'on a dans mon centre hospitalier. Donc, en conclusion, sur un exercice en centre hospitalier, c'est un exercice qui est polyvalent et spécialisé à moitié. Donc, la difficulté, c'est d'être toujours polyvalent, d'être un peu spécialisé, mais voilà, c'est le curseur qu'il faut réussir à placer au bon endroit. C'est un exercice qui est varié, intéressant. On a une forte interaction avec les services de soins et les cliniciens, un dialogue qui est assez présent, sur la taille de nos centres hospitaliers, on connaît à peu près tous les praticiens. Un exercice transversal avec la possibilité de s'investir sur d'autres sujets, par exemple des investissements institutionnels. On fait du management, de la gestion. On a un aspect médico-économique qui est de plus en plus important dans les centres hospitaliers. On participe à des projets, à la structuration des parcours de soins. On peut gérer un service, un pôle, un CH, voire même un GHT. On participe à la recherche clinique, la relation avec les tutelles, à l'articulation qui prend de plus en plus de place, qui est l'articulation ville-hôpital. Et puis, il y a une évolution de son champ de compétences, bien sûr, biologique, mais aussi autres, via les congés formation et via les projets que l'on a à venir et à développer ensuite. C'est un exercice qui est souple, il peut être mixte,
on a des évolutions de carrière du privé vers le public, du public vers le public, d'autres centres hospitaliers, des CHU, vers de l'EFS, vers du HU aussi, c'est possible, vers d'autres types de postes, et puis vers le libéral via des mises à disposition ou via des mises à disponibilité pour convenance personnelle pour une durée de 3 ans renouvelable une fois, où on peut explorer d'autres activités. Et puis, on a accès à la formation continue. Voilà, on a besoin de vous, puisqu'on est en déficit de biologistes dans les centres hospitaliers. Et puis, je serai à disposition pour vos questions par la suite. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette présentation. On va du coup rester dans la pratique hospitalière, mais cette fois plutôt en CHU avec le docteur Louis Lacaille qui va nous présenter son exercice. Oui, merci Florence. Bonjour à tous et à toutes. Merci Mathieu pour cette présentation qui était très exhaustive et qui reprenait tous les éléments financiers que j'aborde pas du tout. Et bon, on va être un peu complémentaires sans s'être concertés, donc ça, c'est pas plus mal. Donc, moi, je suis Louis Lacaille, je suis biologiste hospitalier, donc issu de la filière pharmacie, pharmacien biologiste, au sein des Hospices civils de Lyon, donc dans le labo de biochimie, sur le site de la Croix-Rousse, et j'exerce depuis une dizaine d'années dans des centres hospitaliers. Voilà, j'ai fait une première année à la suite de mon internat de remplat et exercice dans des structures libérales pendant 1 an, et là maintenant je suis à l'hôpital et dans une discipline monodisciplinaire, du coup la biochimie. Moi je focalise un petit peu ma présentation plutôt à destination à la fois des étudiants qui hésitent à s'inscrire en biologie médicale et des internes, on va dire, de début de cursus. Donc, au niveau de la biologie médicale, donc, qui est mon biologiste médical hospitalier, oui, je suis également conseiller national à l'Ordre national des pharmaciens. Donc en fait, la biologie médicale, c'est, comme l'a dit Mathieu, un maillon indispensable pour le diagnostic et le suivi des pathologies du patient. Que ce soit un exercice libéral, donc en ville ou en laboratoire hospitalier. On peut avoir des activités polyvalentes ou spécialisées. Et dans le champ de ces activités spécialisées, nous serons donc dans les disciplines biochimie, hématologie, la famille de la microbiologie avec un découpage bactériaux, viraux, parasito-mycologie médicale, l'immunologie, la génétique, la cytogénétique, la biologie de la reproduction. Et donc, avant toute chose, sachez qu'en biologie de CHU, nous allons être dans un exercice monodisciplinaire. Donc, il va falloir choisir une discipline, se spécialiser dans cette discipline et exercer dans cette discipline tout au long de, alors pas de sa carrière, mais dans le cadre de cet exercice quand on sera dans ce CHU. Donc, au niveau de la durée d'études, donc c'est les 6 années de médecine, 5 années de pharmacie. On passe les examens classants nationaux ou l'internat, et on a 4 ans d'internat, comme l'a dit Florence tout à l'heure. À l'issue de cet internat, je suis titulaire et vous serez titulaire du DES de biologie médicale. Mais finalement, c'est quoi un biologiste médical? En fait, le biologiste médical, c'est un acteur clé dans le parcours de soins des patients. Donc, il est responsable il permet le diagnostic de 70 à 80% des pathologies. Il va collaborer étroitement avec les médecins cliniciens et les patients, et il va participer activement aux campagnes de prévention, vaccination et dépistage, alors plutôt dans l'exercice libéral en ville, Lionel en reparlera tout à l'heure. Et à ce titre, vous allez pouvoir le rencontrer principalement dans 2 endroits, le labo privé, Lionel en parlera, les fameux Covidromes, ça je pense que ça va un peu disparaître, et en ce qui me concerne, et Mathieu et Jean-Louis, à l'hôpital. Donc ici, c'est une magnifique photo de l'hôpital Édouard Herriot à Lyon et également de l'hôpital de la Croix-Rousse. Et en fait, un plateau de biologie médicale hospitalier, ça ressemble à ça maintenant. Ce sont des gros analyseurs de plateau sur lesquels on va passer tous nos échantillons. Donc là, je vous ai mis une photo de tube, mais ça pourra être également des écouvillons de prélèvement, des PL et autres. Donc, quand je dis que c'est responsable de 80% des diagnostics, c'est déjà toutes les infections virales. Ça passe par un diagnostic sérologique ou de biologie moléculaire, les bilans lipidiques, également les bonnes nouvelles, donc les tests de grossesse. Donc, tout ça, c'est de la biologie médicale. Ça confirmera l'examen clinique du médecin clinicien. Je vous dis qu'on collabore étroitement avec les cliniciens. Eh bien, c'est essentiellement dans l'urgence de la situation, donc que ce soit dans le cadre des syndromes coronariens aigus, infarctus du myocarde, comme on l'appelait avant, les crises de palu, les méningites et toute autre situation d'urgence médicale, c'est vraiment le laboratoire qui va permettre le diagnostic
et aider le clinicien à mettre en place un traitement. Donc là, on parle des urgences médicales hospitalières. Il participe activement aux campagnes de prévention, dépistage et vaccination. Donc là, on est effectivement plutôt dans le champ libéral, où la semaine du diabète, voilà, le 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète. Le 22 mai, c'est la journée mondiale de la pré-éclampsie. Et donc, les biologistes médicaux participent activement en région dans toutes ces campagnes de dépistage. Voilà. Le VIH, l'hépatite C, beaucoup de pathologies transmissibles. Notre rôle à l'hôpital, ça va être vraiment la réalisation, l'interprétation des bilans biologiques au sein des plateaux techniques dont je vous ai montré un exemple tout à l'heure, pour tous les patients, donc hospitalisés ou qui viennent en consultation. Ça, c'est le rôle du CHU. Et on va également participer à la formation des étudiants hospitaliers, des stagiaires et des internes. Ça, c'est un grand rôle qui nous incombe. Et on pourra participer aux réunions de concertation pluridisciplinaire en fonction de la discipline dans laquelle on va exercer, notamment en hématologie, en microbiologie, et puis en biochimie spécialisée. On a un fort lien avec les cliniciens. Je sais que Kevin en parlera un peu plus en génétique et d'autres pour l'hémostase, la PMA. Il y a vraiment une forte participation des biologistes dans ces disciplines. Et évidemment, je le redis tout à l'heure, on participe activement à la recherche clinique et académique dans les CHU parce que la grande majorité des protocoles hospitaliers de recherche clinique, les PHRC, partent des CHU, vont également pouvoir être déclinés dans les CH périphériques, comme on dit, mais voilà, ça part en collaboration, mais c'est quand même surtout au CHU. La carte hospitalière, donc Mathieu l'a évoqué tout à l'heure, donc elle est dédiée à 100% à l'hôpital, ou 80-90% comme on l'a vu tout à l'heure. Donc l'internat dure 4 ans, après on peut devenir assistant PHC en post-internat, on passe le concours du praticien hospitalier, on va dire au bout de 2 à 4 ans, et puis on va pouvoir être titulaire dans son poste. Dans le cadre de nos actions et notre activité, nous pouvons également dispenser des activités d'enseignement. Pas du tout au niveau d'un hôpital universitaire, comme va l'expliquer Jean-Louis tout à l'heure, mais tout de même dans les UFR santé, nous intervenons dans les cours, dans certains enseignements, dans les instituts de formation en soins infirmiers, dans les écoles de sages-femmes, les IUT de techniciens de laboratoire. Donc, même un praticien hospitalier mono-appartenant peut être amené à donner des cours, participer au piquage d'internat, encadrement. Voilà. Donc notre rôle, donc le cœur de métier, ça reste la validation biologique et un lien clinico-biologique très fort et constitué également dans les secteurs spécialisés. On va participer, comme le disait tout à l'heure Mathieu, au management des techniciens, l'encadrement des plateaux techniques. On travaille avec des ingénieurs de plateformes analytiques qui arrivent maintenant dans nos laboratoires parce qu'on est vraiment des grosses plateformes. On participe au PHRC, j'ai dit tout à l'heure. On va avoir une activité importante de publication scientifique, participation aux congrès, formation continue. Et on va pouvoir participer à ces congrès en tant que congressiste. Vous avez vu tout à l'heure, on a 15 jours de congrès et formation, mais également en tant qu'orateur et présentateur. Voilà, on pourra présenter les résultats de telle ou telle étude, tel ou tel PHRC, et dans des congrès nationaux, mais également internationaux. Voilà. Il y a des PH d'hémostase qui ont participé la semaine dernière à l'ISTH, donc la Société internationale d'hémostase et thrombose. Donc, il y a vraiment un très grand rôle de par notre spécialisation et notre surspécialisation dans une discipline de la biologie médicale. Par exemple, à Lyon, on a un centre de référence pour l'hémostase. Donc, j'ai un collègue, Christophe Nougier, pour le citer, qui est hyper bon sur l'hémostase biologique et qui fait ça à 100% de son temps. On donc participe à la pointe de l'innovation et de la recherche parce que dans les CHU, c'est quand même en général là qu'on va tester tous les nouveaux analyseurs, les nouveaux équipements de biologie. Et pour certaines spécialités, donc qui seront plutôt abordées la semaine prochaine, il peut y avoir une activité de consultation clinique, cette fois, hémostase, PMA, génétique, un peu d'immuno aussi. Donc ça sera développé plutôt mardi prochain. On participe à la formation des internes de biologie médicale et des autres DES. Comme l'a dit Mathieu, nous avons des internes d'ANAPAD, de microbio ou d'hématoclinique qui viennent dans nos services. Donc, on va forcément participer à l'encadrement des thèses et des mémoires de DES de ces internes. On va pouvoir accompagner la participation à des travaux cliniques, rédaction de publications scientifiques, des posters, des communications orales en congrès.
On forme et on encadre également les étudiants hospitaliers, donc les externes de médecine, les étudiants de 5e année hospitalo de pharmacie. Donc ça, c'est vraiment une partie importante de notre activité. Et puis, comme l'a évoqué tout à l'heure Mathieu, alors moi, je me suis un peu réduit sur les groupes transversaux, mais on participe, le laboratoire, à sa place à la CME, donc commission médicale d'établissement, commission des équipements, le CLIN, donc le comité de lutte des infections nosocomiales, le CLAN pour la nutrition, les équipes mobiles d'infectiologie, le groupe d'encadrement de la biologie délocalisée. Il faut savoir qu'il y a une activité de biologie médicale délocalisée qui est en développement dans les hôpitaux, et donc le laboratoire l'accompagne très fortement. Pour conclure, je n'ai pas fait de diapo, mais finalement, celui qui parle le plus et le mieux de la biologie médicale ou de ses activités, c'est Tanguy Leroux, donc, qui est vidéaste, qui est biologiste médical, et qui a pu participer sur ces différents liens, et qui présente la nuit de garde de biologie à l'hôpital de Rouen, les examens des échantillons de sang ou de microbiologie, et je sais qu'il a fait beaucoup d'autres vidéos sur sa chaîne YouTube. Et donc, pour tous les étudiants qui cherchent à savoir ce que c'est que la biologie médicale, je vous invite à, en plus de tous ces webinaires, consulter ces vidéos. C'est vraiment très, 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 très intéressant et vraiment très bien fait. Je vous remercie pour votre attention. Je suis pile dans le timing et puis je serai ravi de répondre à vos questions dans la deuxième partie de ce webinaire. Merci beaucoup, Louis, pour cette présentation. On va rester du coup dans le milieu hospitalo-universitaire, mais cette fois avec le versant justement hospitalier et universitaire avec le professeur Jean-Louis Baudet qui est PUPH à la PHP. Je vous laisse la parole. Il faut que vous activiez votre micro. Je suis un novice. Merci beaucoup de me donner la parole. Je suis effectivement PUPH à l'hôpital Necker à Paris. Je suis donc enseignant hospitalo-universitaire. Je suis également le doyen de la faculté de pharmacie et à ce titre, je peux avoir une vision un peu plus large de la fonction HU qui peut vous intéresser. Alors, beaucoup de choses ont été dites, à la fois par Louis juste avant et par Mathieu sur l'activité hospitalière. Moi, je vais en rajouter une couche, sans diaporama d'ailleurs. Je vais en rajouter une couche, c'est la couche universitaire. Et cette couche universitaire va venir s'insérer dans les missions qui ont été décrites auparavant des praticiens hospitaliers, qu'ils soient en CHG, qu'ils soient en CHU. Vous avez vu la différence. En CHU, il y a effectivement une activité de recherche translationnelle, voire de recherche préclinique, une activité d'enseignement qui peut être accrue. Eh bien, le PUPH ou le MCUPH va développer ces activités universitaires d'enseignement et va y associer une activité de recherche qui sera plus qu'une recherche clinique, qui pourra être une recherche académique, soit de type appliqué d'ailleurs, soit de type vraiment scientifique. Alors, je voudrais en fait vous parler de trois choses. Le cursus des hospitalo-universitaires, comment y arrive-t-on et quels sont les différents niveaux, parce que c'est un cursus qui est bien formalisé. Et puis, on évoquera les missions hospitalières, missions d'enseignement, missions universitaires de recherche et la mission managériale qui n'a pas été abordée jusqu'à présent, mais qui peut faire partie des missions des HU. Si vous le voulez bien, je vous parlerai, juste pour casser un mythe, d'une journée type d'un hospitalo-universitaire, parce que ce n'est peut-être pas ce que vous pensez. Et puis, on terminera par voilà, pourquoi envisager une carrière hospitalo-universitaire et pourquoi ne pas l'envisager si vous avez des idées assez arrêtées sur ce que vous voulez faire. Alors, sur le cursus, on va repartir comme le praticien hospitalier, on part de l'internat. Et on a maintenant un déroulé qui est relativement standardisé, un peu comme chez les médecins, avec des fonctions contractuelles qui débutent après l'internat, l'assistant hospitalo-universitaire, 4 ans maximum. Il faut avoir le DES de biologie médicale, de praticien hospitalo-universitaire après la période d'AHU. C'est également un statut contractuel, mais c'est un marchepied vers des fonctions de titulaire. Et les fonctions de titulaire, vous les connaissez, c'est MCUPH et PUPH, maître de conférences universitaires et professeur des universités. Quelle est la différence entre ces deux statuts de titulaire? Eh bien, souvent, effectivement, encore en pharmacie, on commence
par le statut de MCUPH. Et puis, c'est l'upgrade universitaire qui fait de vous un PUPH avec acquisition d'un niveau managérial ou de responsabilité pédagogique supplémentaire par rapport au MCUPH. On pourra en discuter également. Ce qui est important à avoir dans le statut d'hospitalo-universitaire, c'est qu'effectivement, on retrouve les missions qui sont dédiées aux praticiens hospitaliers. Et dans ce cadre-là, il y a des choses sur lesquelles on ne transige pas. Par exemple, on participe au même titre qu'un praticien hospitalier et parfois au prorata de l'activité hospitalière, qui est moindre puisqu'on a une activité universitaire. On participe à la PDSE, dont a parlé Mathieu Quenz. On participe à l'activité de validation biologique. On participe au dialogue clinico-biologique en milieu hospitalier. Tout ça, ça a été décrit et on le réalise. Ce qui va changer, c'est l'activité d'enseignement qui, effectivement, devrait consister en fait à la moitié de notre temps s'il n'y avait pas la recherche universitaire. Cette activité d'enseignement, elle est à hauteur de, bien sûr, ça dépend des universités, ça dépend des spécialités, ça dépend de la volonté de la faculté de développer son niveau hospitalo-universitaire, mais c'est à peu près la moitié de ce que peut faire un professeur des universités ou un maître de conférence des universités qui n'a pas un statut hospitalier. L'idée générale, et là je prends une petite casquette de doyen, c'est d'essayer d'alléger au maximum ces activités pour renforcer, l'activité hospitalière, même si elle ne dépassera pas la moitié de l'activité totale du temps de travail de l'hospitalo-universitaire, et deux, l'activité de recherche, qui là, pour le coup, il y a une différence avec le praticien hospitalier. Cette activité de recherche, eh bien, elle va se faire avec une connotation scientifique labellisée très importante, puisque c'est au sein d'unités INSERM, d'unités CNRS, que l'hospitalo-universitaire émargera et effectuera une recherche fondamentale, donc académique. Alors attention, tous les hospitalo-universitaires ne font pas une recherche fondamentale. Votre appétence, on en reparlera tout à l'heure, votre appétence pour une recherche académique, eh bien, elle peut passer par la volonté de faire une recherche translationnelle, par exemple préclinique, mais qui est très directement liée à votre activité hospitalière. Et là, on retrouve un continuum d'activités où on a une activité de recherche clinique et une activité de recherche préclinique sur le même thème, c'est préférable, et qui permet ainsi de s'immerger, de rentrer dans un domaine avec un abord scientifique. Donc, c'est particulièrement intéressant. L'inconvénient, et je vous l'ai indiqué, c'est le côté multicasquette. C'est un peu la réputation mauvaise que les HU ont, c'est d'avoir une activité hospitalière, d'avoir une activité universitaire, d'avoir une activité d'enseignement, voire une activité managériale, que ce soit à la faculté ou à l'hôpital. On est en train de casser un mythe en ce moment parce que voilà, on est dans la suite des 35 heures, on est dans la suite de la Covid et il n'est plus aujourd'hui question, à moins que le candidat le souhaite, d'avoir ces 4 activités, ces 4 missions hospitalières, universitaires, d'enseignement, de recherche et managériale simultanément. Et on peut tout à fait, et là aussi il faut casser un autre mythe, le chef de service hospitalier en CHU n'est pas forcément un hospitalo-universitaire. Ça veut dire que l'activité managériale n'est pas forcément présente. Mais ces 4 missions, en général, pour un hospitalo-universitaire, elles existent, mais elles existent tout au long de la vie professionnelle de l'hospitalo-universitaire. Vous pouvez consacrer une dizaine d'années à une activité de recherche parce que vous avez commencé par faire une thèse, un doctorat, et puis vous continuez sur la lancée d'une recherche scientifique, académique, et puis au bout d'un moment, vous retournez vers l'hôpital pour une recherche hospitalière privilégiée, donc de niveau clinique, et puis à un moment donné, forcer le trait sur la pédagogie et éventuellement, en fin de carrière, ou pas d'ailleurs, avoir des activités managériales à l'hôpital ou à l'université. Donc, ne voyez pas le HU comme une augmentation du nombre de missions par rapport au H, c'est surtout la possibilité d'avoir différentes missions qui peuvent être réparties au cours de la carrière professionnelle. L'autre chose que je voudrais casser, l'autre mythe que je voudrais casser, c'est la journée type d'un HU.
il n'est plus question de faire le matin à l'hôpital et l'après-midi à la faculté. Là, le timing d'un HU, il est dicté certes par l'enseignement, qui est voilà, une obligation, notamment avec les rendez-vous avec les étudiants. Ce n'est pas un enseignement à plein temps comme les universitaires. Ce n'est pas un enseignement anecdotique de quelques heures par an comme ça peut se faire dans les facs de médecine. Mais par contre, c'est au maximum un vrai mi-temps. En tout cas, c'est ce vers quoi on doit tendre pour justement ne pas surcharger l'activité de l'hospitalo-universitaire qui ne pourrait alors plus exercer correctement soit son activité hospitalière, soit son activité de recherche. Bien sûr, la journée type d'un HU, elle est aussi dictée par l'activité hospitalière, parce que le HU, il est dans une équipe hospitalière avec des praticiens hospitaliers, avec des missions hospitalières également. Par contre, il n'y a pas de compétition entre les praticiens hospitaliers et les praticiens hospitalo-universitaires, qu'ils soient MCUPH ou PUPH. Là aussi, les missions sont différentes et dans une équipe médicale bien managée, bien coachée, eh bien, les missions sont attribuées à chacun et il y a un collectif, comme l'a dit Louis, le praticien hospitalier peut faire de l'enseignement, le praticien hospitalier peut faire de la recherche au même titre que le HU et c'est cette synergie qui amène une valeur ajoutée à une équipe hospitalière et hospitalo-universitaire. Les activités de gestion et de management, je les ai citées rapidement, mais on pourra revenir dessus. L'activité managériale n'est plus une obligation. Encore une fois, le chef de service n'est pas forcément hospitalo-universitaire. Et si vous n'avez pas d'appétence pour le management, c'est peut-être pas la peine de vous barrer la route d'une voie hospitalo-universitaire. Il suffira d'avoir des activités, des missions qui sont des missions hospitalières de recherche et d'enseignement qui ne seront pas complétées par une activité managériale. Et là, pourquoi pas? Alors, juste pour finir, être hospitalo-universitaire, vous l'avez compris, ça nécessite un investissement en recherche. D'ailleurs, vous commencez par une thèse de doctorat et souvent un post-doctorat dans les années où vous êtes contractuel, soit en AHU, soit en PHU. Donc, n'envisagez pas forcément une carrière hospitalo-universitaire si vous n'êtes pas appétent pour la recherche. Si vous êtes plutôt monotache, ce n'est pas du tout péjoratif, c'est simplement que avec différents lieux d'activité, l'université, l'hôpital, l'unité de recherche, eh bien, voilà, faut accepter de bouger à la fois physiquement, mais également dans les sujets qu'on aborde au cours d'une journée ou au cours d'une semaine. Donc, si vous n'êtes pas un peu formaté comme ça, vous aurez peut-être des difficultés et vous ne serez pas bien dans votre exercice. Donc, ce n'est pas la peine de se lancer là-dedans. Par contre, essayez parce que ça peut être très intéressant. Si vous êtes touche à tout dans les différentes spécialités de la biologie médicale, là, de la même façon, comme l'a dit Louis, vous êtes dans une spécialité. En faisant de l'hématologie, vous ne ferez pas de la microbiologie ou en faisant de la biochimie, vous ne ferez pas de la parasitologie. Donc, vous avez un choix à faire au départ. Par contre, il y a de bonnes raisons d'envisager une carrière hospitalo-universitaire. Si vous êtes partant pour ces missions diversifiées que moi j'ai évoquées, simultanément ou séquentiellement dans votre carrière, si vous voulez exercer une recherche translationnelle, voire une recherche scientifique, c'est-à-dire fondamentale, que vous aimez le challenge de la valorisation scientifique, que vous aimez les étudiants ou les étudiantes, en tout cas la pédagogie et l'enseignement, eh bien à ce moment-là, tentez votre chance, par exemple, par un statut d'assistant hospitalo-universitaire qui est une bonne approche pour vous tester avec l'ensemble des missions hospitalo-universitaires. Après, il n'y a pas d'ambiguïté. Si ça ne vous convient pas, vous arrêtez et vous repartez sur des missions hospitalières pures. Louis Lacaille les a très bien défendues. Si vous avez une appétence pour le niveau HU, à ce moment-là, les portes sont ouvertes. L'employabilité existe. Nous avons besoin de vous dans les facultés de pharmacie. Donc, allez-y et surtout, essayez pour voir si vraiment vous êtes fait pour le métier HU. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour cette présentation. Donc, on a un peu fait tout le tour de l'hôpital. On va passer maintenant à un exercice privé et tout d'abord un exercice privé un peu particulier qui est l'exercice dans le diagnostic in vitro avec le docteur Stéphane Miakov. Je vous laisse la parole.
Et bonjour, vous m'entendez? Comme on a eu des petits problèmes de Oui, micro. on vous entend, oui. Bon, tout d'abord, écoutez, merci pour cette opportunité de parler de l'horizon industriel qui peut s'offrir à un étudiant en pharmacie, option biologie, à un interne, parce que ce sont des postes, ce sont des horizons qui ne sont pas très fréquentés par les biologistes. Et c'est bien dommage parce que ça permet d'avoir une expérience et un mode d'exercice quelque part de la biologie très différente de ce qu'on peut voir en laboratoire privé ou en laboratoire hospitalier. Alors, déjà, alors je n'ai pas préparé de slide, simplement je vais vous parler de mon parcours, de ce qui m'a vraiment plu dans l'industrie et qui, contrairement à d'autres collègues, m'a incité à continuer à travers plusieurs entreprises. Et vous voyez, maintenant, j'ai quelques cheveux blancs. Et je suis plutôt en fin de carrière. Donc, je peux vous en parler vraiment avec tout le recul de ma vie professionnelle. Donc, moi, comme vous, j'ai été étudiant en pharmacie, très intéressé par la biologie. J'ai passé l'internat, j'ai été interne des hôpitaux de Paris. J'ai été attaché, j'ai fait plusieurs laboratoires de microbiologie, biochimie, parasitologie, hématologie. Je suis passé par toutes les disciplines. C'était la première année d'internat qualifiant. Je me suis vraiment régalé en tant qu'interne. C'est vraiment une expérience unique quelque part d'alternance, puisqu'on a une activité professionnelle et on a en même temps une activité d'étudiant rémunérée. Donc, c'est vraiment une expérience que je vous recommande. Après, mon parcours à l'hôpital a été celui de quelqu'un qui s'est toujours aussi intéressé par curiosité, non seulement à la clinique et à la biologie, mais aussi à l'industrie, c'est-à-dire que, bien évidemment, on a des fournisseurs. Aujourd'hui, la majorité des réactifs utilisés, des automates utilisés, des systèmes d'information sont développés par l'industrie. Et donc, c'était très intéressant de voir ce qui se passait derrière le mur, de l'autre côté. Et j'ai eu plusieurs contrats de collaboration comme ça avec des industriels comme Roche à l'époque, ce qui m'a incité à essayer de voir un peu ce qui se passait là-bas. Donc, je suis rentré, moi, dans l'industrie en fin 90, vous voyez, j'y suis toujours. J'ai eu un parcours chez les 3 plus grosses sociétés aujourd'hui dans le domaine du diagnostic in vitro, en l'occurrence Roche, Siemens, et puis maintenant, depuis une vingtaine d'années, chez Abbott. Ce sont des sociétés multinationales aujourd'hui qui contribuent très largement au développement des réactifs, des automates, de la robotique, bref, de toutes les solutions qui permettent à la biologie médicale aujourd'hui de pouvoir travailler dans un environnement normatif, réglementaire, productif et surtout de qualité. Voilà, avec une standardisation des process et des technologies. Cela dit, il y a des différences entre les différents fournisseurs de par les choix qu'ils font en termes d'automation, en termes de réactifs, de sensibilité. Voilà. Donc, les horizons qui s'offrent à un biologiste dans l'industrie, ce sont des horizons qui relèvent soit du marketing, soit des affaires réglementaires, soit de l'information. Il y a tous les aspects qui intéressent aujourd'hui, bien évidemment, les biologistes médicaux, privés ou hospitaliers, dans leurs habilitations à utiliser les équipements automatisés. Aujourd'hui, il y a quasiment 99% des techniques de routine sont développées par des industriels qui entre leurs mains, grâce aussi à des partenariats avec les hôpitaux, avec les biologistes qui travaillent au niveau des hôpitaux, avec nos départements de recherche et développement, on a l'avantage, à travers ces partenariats et certaines sociétés savantes, de développer de l'innovation. Aujourd'hui, le marché du diagnostic, c'est un marché qui pèse à peu près 6 milliards d'euros sur le marché de la fourniture des matériels de diagnostic. Et la France en Europe est au niveau juste derrière l'Allemagne et ou l'Italie. C'est un très gros marché qui a des spécificités très fortes d'accréditation. Et donc, on a une attention en tant qu'industriel toute particulière sur ce pays.
et où la santé est vraiment un point majeur. Donc voilà, le milieu de l'industrie, pour un biologiste, c'est une façon différente d'exercer la biologie. Alors, effectivement, quand on rentre dans des fonctions de marketing, dans des fonctions qui sont plus opérationnelles et assez business, hein, on s'écarte un petit peu finalement de la biologie, mais pas tant que ça, puisque je pense que ni les hospitaliers ni les privés viendront dire le contraire. On a tous des problématiques de budget, de rentabilité, de ressources humaines. Voilà, c'est le monde de l'entreprise, c'est le monde de l'hôpital, c'est le monde du laboratoire, c'est le monde de l'activité humaine. Donc, au poste de direction, notamment celui que j'occupe marketing, ce qui est intéressant, c'est de s'occuper de tous les aspects plan marketing, c'est-à-dire le budget, comment on envisage le marché, comment on envisage la commercialisation, le positionnement de certaines innovations. En ce moment, on travaille sur des nouveaux marqueurs qui permettent de diagnostiquer, d'identifier et de dépister un traumatisme crânien, par exemple, et ça avec des outils de plus en plus performants sur le plan de la biologie, et qui sont même plus performants que le scanner et que l'interrogatoire clinique. Vous voyez, donc, on est très orienté sur l'innovation, comment on va positionner ces nouveaux réactifs, comment on va faire en sorte que comment on va développer des évaluations en partenariat avec les hôpitaux, notamment avec les sociétés savantes, pour essayer de démontrer avec des données cliniques, biologiques, des évaluations qui prennent parfois plusieurs mois, parfois plusieurs années, quelle est la valeur clinico-biologique de tel nouveau marqueur, comment on va pouvoir effectivement, dans le cadre de l'innovation, du référentiel de l'innovation hors nomenclature, comment on va pouvoir influencer également la DGOS, toutes les institutions qui sont aujourd'hui responsables que ce soit la HS, la DGAS, la DGOS, pardon, les ARS, etc. Comment on va les influencer avec la collaboration des hospitaliers, des sociétés savantes pour démontrer la pertinence, la valeur de ces nouveaux paramètres. Ça, c'est quelque chose de très intéressant qui permet de travailler dans un environnement institutionnel, politique, de communication, scientifique. Enfin, c'est tout ce qu'apporte aujourd'hui le monde de l'industrie à différents postes, hein, à quelqu'un qui a une formation de pharmacien, de biologiste ou médecin. À côté de cela, il y a aussi tous les aspects de communication, présence dans les salons, développement de partenariats, de webinaires avec des syndicats de biologistes. Oui, on a un budget de communication qui est de moins en moins important parce que dans toutes les sociétés aujourd'hui, on essaye de réduire les budgets, mais on essaye justement d'optimiser, de trouver de nouvelles idées de communication, de surfer sur les réseaux aussi. Voilà un peu le cadre aujourd'hui de ce que peut apporter l'industrie à un biologiste qui va rentrer en compétition, hein, je ne vous le cache pas. Autant l'hôpital et dans un laboratoire privé, le biologiste a sa légitimité juridique, métier, éthique, etc., déontologique. Autant dans l'industrie, il devient, j'allais dire, le diplôme devient moins important que bien évidemment dans l'exercice classique de la biologie. C'est surtout après un élément, un background, comme on dit, qui vous donne de la légitimité vis-à-vis des clients, des biologistes, des laboratoires avec lesquels on travaille. Ça permet de mieux comprendre les problématiques de positionnement sur le marché, de segmentation, de concurrence, d'argumentaire. C'est tout ça qui fait le côté passionnant et qui fait que moi, j'ai toujours su profiter de cette formation qui est longue, hein, parce qu'entre la pharmacie et puis l'internat et éventuellement une 5e année d'internat, ça nous fait une dizaine d'années d'études. On arrive quand même sur le marché du travail dans l'industrie en compétition avec des bac plus 5, bac plus 6, qui ont des parcours plutôt business, mais qui n'ont pas cette connaissance du marché, de ce que c'est que la biologie, parce que la biologie, c'est quand même assez complexe, hein, vu de l'extérieur. Dans les industriels auraient tendance à simplifier. Or, la biologie, comme ça a été largement expliqué,
c'est de la d'hématologie, c'est de la parasitologie, c'est de la microbiologie d'une façon générale, c'est de l'hémostase, c'est de la biochimie, c'est de l'allergie, c'est de l'immunité. Ça commence à faire des choses, un milieu très complexe qui n'est pas forcément très bien compris par les general managers, les dirigeants des sociétés. Donc voilà, être biologiste, c'est aussi avoir ce background, ce socle qui vous permet de bien comprendre les attentes du marché et surtout d'avoir un niveau d'écoute et de dialogue parfaitement aligné avec nos clients, nos partenaires que sont les biologistes hospitaliers et privés. Voilà. Alors, les aspects que je n'ai pas développés là et qui m'ont aussi en parallèle très intéressé, c'était l'ouverture dans un monde qui est celui de l'industrie, qui est celui de l'international, qui est celui des salons, des congrès, des développements, des relations avec la recherche et le développement. C'est ce côté-là qui a beaucoup changé depuis 30 ans. L'exercice de votre côté et du côté de la biologie médicale et du côté de l'industrie a beaucoup changé. Il y a eu beaucoup de consolidation. C'est toujours en cours. Il y a des grands acteurs. Hein. Bon, je travaille pour Abbott, qui est une société américaine qui fait à peu près 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui est présente dans 160 pays, qui a à peu près 90 000 personnes employées. Et qui est une société qui est depuis maintenant presque 120 ans dans le domaine de la médecine, de la pharmacie, et du medical device. Medical device, c'est tout ce qui est effectivement instrumentation, que ça soit dans le laboratoire ou en dehors du laboratoire, hein, c'est-à-dire les dispositifs implantables, etc. On a des divisions cardiologie, diabète. Vous avez certainement entendu parler de nos systèmes freestyle libre qui ont révolutionné le suivi, le monitoring de la glycémie chez le diabétique, avec des patchs. Donc voilà, c'est cet univers-là que l'industrie peut offrir aujourd'hui à un professionnel de santé, enfin un étudiant qui va devenir un professionnel de santé et qui a envie peut-être d'exercer en dehors des chemins battus de la biologie. On est très peu. Hein. Chez Abbott, on est 2 biologistes sur un effectif d'à peu près 200 personnes, vous voyez. Dans les autres sociétés, c'est à peu près pareil. Donc voilà. Je voulais vous parler en quelques minutes de ce qui est intéressant dans ce mode d'exercice, ce qui est très différent, mais en même temps assez proche de ce que le monde de l'hôpital et du laboratoire privé peut vous apporter. Et qui, à mon avis, vaut vraiment le coup d'être vécu. Et puis, de toute façon, oui. Vous avez votre diplôme en poche, hein, c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Louis Baudeux, vous pouvez tenter, si ça ne vous plaît pas, au bout de 2-3 ans, vous revenez dans le labo. C'est le gros avantage du biologiste, c'est qu'il est libre, avec son diplôme en poche, en France, de faire ce qu'il veut, de revenir au labo, de repartir du labo et d'aller dans l'industrie. Et je connais quelques amis qui, comme ça, ont fait 2-3 fois la navette et puis qui se sont stabilisés au bout d'un moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation dans cet exercice effectivement qu'on connaît assez peu. On reste dans le privé, mais cette fois dans un privé qui est dans le parcours un petit peu plus classique, on va dire, du biologiste avec le docteur Alice Dufourgeret, qui a créé son laboratoire à Paris, le laboratoire Biocell. On ne vous entend pas, Alice. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. C'est bon. Désolée, j'ai fait un micmac. Donc, je vais vous recycler une présentation que j'avais déjà faite. Donc, du coup, moi, je m'appelle Alice Dufourgeret et j'ai à peu près 10 ans d'exercice de la biologie depuis la fin de mon internat à Paris. Et du coup, cette année, enfin en 2022, avec Anne-Sophie Daubier, mon associée, on s'est lancé dans la folle aventure de créer un laboratoire en 2022.
ce qui jusqu'à présent était plutôt pas commun. Et même nous, on a plutôt entendu dire depuis nos débuts de carrière que ce n'était pas possible. Mais en fait, si, c'est possible avec quelques petites contrariétés, mais c'est possible. Donc, du coup, on a presque 40 ans toutes les deux. On est des provinciales arrivées à Paris pour l'internat et finalement, on n'est jamais reparti après notre internat fait à la PHP. Donc, nous, ce qui nous avait motivés à finalement quitter, en fait, pendant les 10 ans, on a exercé la biologie de manière libérale dans les gros groupements financiers de biologie qui sont un peu partout en France et qui sont assez implantés en Île-de-France. Et on a travaillé sur des gros plateaux techniques, ce qui revient à des activités très hospitalières parce que vous avez comme client des gros hôpitaux privés et en fait, on était spécialisé en microbio. Donc, moi, j'ai dirigé pendant 10 ans des plateaux de bactériaux de gros groupements où le volume d'activité, il est beaucoup plus que la Pitié-Salpêtrière, qui est le plus grand hôpital de Paris. Donc, ça fait des milliers de tubes de pipi par jour, quoi, en gros. Donc, qu'est-ce qui nous a déplu, qu'est-ce qui nous a motivés à se lancer dans cette folle aventure? C'est d'abord, d'une part, notre statut de travailleur non salarié ultra minoritaire, parce que dans le privé, vous allez être soumis à ça, mais je pense que vous, les internes de 10 ans de plus que moi, vous savez ce que c'est, ce qui n'était pas notre cas en sortant d'un internat, puisqu'on n'apprend pas ça à l'hôpital, puisque nos pairs qui exercent à l'hôpital ne connaissent pas du tout ce monde-là. Nos conditions d'exercice ne nous satisfaisaient plus dans ces groupements de LBM de grosse taille où en fait il y a un gros enjeu de rentabilité qui en fait se fait souvent au détriment du projet biologique, voire il n'y a plus de projet biologique et à la fin tu ne peux plus exercer ton métier réellement comme tu le souhaites. Et on avait très à cœur de pouvoir apporter un service aux patients qui est clairement nos missions de santé publique selon le Code de la santé publique, ce qui est de plus en plus difficile de faire dans ces grosses structures et qui, de toute façon, n'est pas le fil conducteur, puisque le fil conducteur, c'est de faire gagner de l'argent aux investisseurs. Donc, nous, on s'était dit qu'on allait profiter de ce projet pour mieux valoriser notre rôle dans le parcours de soins du patient en ambulatoire, puisque quand on fait de la biologie privée dans des petits labos autres en partenariat avec des hôpitaux privés, ça reste que de la biologie ambulatoire où on accueille des patients et on sert une médecine de ville. Donc, c'était mieux organiser nos laboratoires pour mieux accueillir nos patients et être plus proche des patients pour réellement faire de l'interprétation clinico-biologique de leurs résultats et de l'accompagnement à la juste prescription, puisque c'est clairement nos missions et qu'aujourd'hui, elles sont quand même très peu réalisées dans tous les laboratoires. Et on avait envie de proposer une autre expérience à nos patients parce que vous avez tous mis les pieds au moins une fois dans un labo avec le Covid, hein, c'est-à-dire en dehors d'être interne, on a mis les pieds pour aller au moins faire un test une fois. On attend. Et puis, une fois qu'on est arrivé au comptoir, on se fait peut-être refouler une fois ou deux fois et on nous pose des questions médicales dans le hall de gare aux yeux de tout le monde. Et puis après, on a le droit de poser son pot de pipi ou de caca au milieu du comptoir devant tout le monde. Ça manque un peu d'élégance, de confidentialité et de modernité parce que finalement, les labos de biologie, la plupart du temps, ils sont organisés comme dans les années 80 en 2022, avec en plus des joues pour éviter les contaminations et puis les questions médicales aux secrétaires parce que ça n'existait pas la biologie aussi médicalisée dans les années 80-90. Donc, je vais vous faire très rapidement le parcours, les grandes étapes de la création d'une structure en France. Alors, désolée parce que j'ai mon chien qui s'impatiente. Donc, nous, on avait décidé de créer un labo multisite d'emblée pour des raisons économiques. Donc, comme on était 3 diplômes au départ de notre aventure, on pouvait faire 3 sites. Du coup, on a d'abord commencé à chercher où on allait s'implanter. Donc, notre idée, c'était de se dire on va servir des populations qui sont aujourd'hui pas achalandées en laboratoire, puisqu'on est dans une zone où il y a encore beaucoup de projets de création et de réurbanisation. Donc, on est allé s'installer à un endroit où il y avait de la construction d'immeubles et qu'il n'y avait pas du tout de concurrence. Et comme ça, on est sûr que l'ARS accepte notre projet, puisque quand vous présentez votre projet de création à l'ARS, sa mission, c'est de vérifier que vous allez répondre à un besoin de santé pour la population que vous desservez. Donc, si vous vous mettez en face d'un endroit où il y a déjà un labo, est-ce que vous répondez vraiment à un besoin? J'en suis pas sûre. Donc, les étapes les plus importantes au départ, ça a été de trouver les endroits et de choisir des locaux qui soient adaptés au flux d'humains et à notre enveloppe budgétaire. Ensuite, il a fallu qu'on définisse le volume d'analyse et les types d'analyses qu'on allait réaliser en interne et qu'on choisisse un sous-traitant. Parce que au départ, vous ne pouvez pas tout faire et d'ailleurs, on ne pourra jamais tout faire.
hein, les choses un peu spécialisées, on ne pourra jamais les faire. Il s'avère qu'à Paris, en fait, il n'y a pas de centre de prélèvement dans les hôpitaux de la Paix. Donc, on récupère beaucoup de prescriptions de consultations de médecins spécialisés. Donc, on a beaucoup d'analyses semi-spécialisées qu'on est obligé de sous-traiter et dont on n'aura jamais la compétence et la taille suffisante pour pouvoir développer ces compétences. Et nous, on voulait trouver aussi un laboratoire indépendant qui puisse nous aider au départ, mais finalement, on n'a pas réussi. Donc, on est tout seul avec notre gros sous-traitant spécialisé. Ensuite, comme on voulait créer une nouvelle expérience du patient, nous, on a beaucoup travaillé sur notre concept et on a voulu créer une identité forte de notre laboratoire. Donc, on a choisi notre nom, défini nos valeurs, notre image. Et on a beaucoup travaillé sur le concept de notre labo, c'est-à-dire comment on allait accueillir notre patient, quel allait être son parcours et du coup, comment on allait agencer nos locaux. Et du coup, je vais vous montrer une petite vidéo. Chez Biocell, on pousse la porte, on entre et on se laisse guider. C'est simple, efficace, rassurant. Nos thèses aux accueils vous orientent. Avec clic et clic, votre dossier est déjà prêt. Vous êtes attendu en salle de prélèvement. Si vous venez spontanément, elle vous installe dans un fauteuil confortable, puis vous accompagne pour préparer votre dossier. Carte d'identité, carte vitale, mutuelle, ordonnance. Vous restez assis, vous vous détendez, on travaille pour vous. Le rendez-vous est validé, vous êtes attendu en salle de prélèvement. La suite est médicale et confidentielle. C'est humain, apaisant, facile. Biocell, le labo réinventé. Donc, notre idée, c'était de se dire qu'on voulait mieux accompagner notre patient avant qu'il vienne au labo et après qu'il soit venu, améliorer la confidentialité tout au long de son parcours, c'est-à-dire lui éviter d'avoir à répondre à des questions médicales devant d'autres patients, des questions médicales posées par quelqu'un d'autre qu'un biologiste médical, et ne pas avoir à exposer ces échantillons de sel ou d'urine aux yeux des autres patients, et lui éviter à tout prix de venir pour rien et de consommer beaucoup de temps pour venir faire des analyses parce que quand c'est pour du dépistage, les gens ne font pas la queue pendant 2 heures, l'ordonnance, elle termine à la poubelle. Voilà. Hop, pardon. Du coup, dans le cadre de ce projet, on s'est beaucoup orienté autour du patient et on a décidé d'apporter des services supplémentaires autour de son parcours au sein d'un laboratoire de biologie médicale. Donc, je vais vous montrer une vidéo qui résume les services supplémentaires qu'on a décidé de mettre en place et qui aujourd'hui sont effectifs dans notre labo puisqu'on n'est plus à l'étape de projet de création, on est ouvert en fait. Biocell transforme votre expérience de l'analyse médicale. Il y a des locaux entièrement pensés pour votre bien-être, avec un espace d'accueil pour vous détendre dans de larges fauteuils, avec des buts de prélèvement apaisants, avec une salle d'attente privatisée pour votre confort, avec une intimité respectée. Il y a le personnel, des femmes et des hommes disponibles et compétents, des équipes dédiées pour préparer vos dossiers en amont de votre venue et ainsi vous permettre d'optimiser votre temps passé au labo. Il y a la prévoyance, on anticipe vos futurs rendez-vous, on gère l'urgence et on vous assure d'avoir vos résultats à temps. Il y a l'expertise médicale, des biologistes accessibles pour agir au plus juste des demandes de votre médecin. Il y a la transparence, vous pouvez suivre votre dossier étape par étape. En cas de retard, on vous informe. Il y a l'ancrage écologique, avec des gestes justes, sans prélèvement superflu, sans flacons et papier gaspillé, avec des vélos pour transporter vos analyses, avec des vidéos informatives. Il y a l'adaptabilité, avec prévenance, confidentialité, efficacité, éco-responsabilité et le tout dans la sécurité. Donc, à l'issue de tout ça, on a déposé une marque à l'INPI. Ce n'est pas du tout de la biologie, mais c'est de la gestion d'entreprise parce qu'on voulait protéger notre concept. Bon, c'est un point de détail, mais on fait d'autres choses que de la biologie quand on crée une entreprise. Dans nos démarches administratives, il faut être bien entouré parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous échappent et qu'on méconnaît, notamment tout ce qui est statut juridique de votre société. Donc, il faut un bon avocat, un bon comptable parce que on est bien obligé de se préoccuper des finances de notre entreprise, un bon banquier parce que c'est quand même lui qui va vous prêter de l'argent. Et nous, on s'est fait accompagner par le réseau des biologistes indépendants qui s'appelle LBI et qui permet d'exercer la biologie libérale différemment que dans les gros groupes qu'on avait connus précédemment. Ensuite, il y a toute la communication avec les autorités. Donc, il y a l'ARS d'une part auprès de laquelle vous allez déposer votre dossier de demande de création. On va dire que c'est notre Dieu, quoi. C'est lui qui va décider ou non si on va pouvoir ouvrir et rester ouvert.
les ordres, parce qu'il va falloir enregistrer notre société à l'ordre, déclarer l'ouverture pour que vous puissiez ensuite être reconnu comme biologiste pharmacien exerçant. Le COFRAC, puisque maintenant on est à l'ère du 100% de l'accréditation, donc vous ne pouvez pas ouvrir si vous n'êtes pas accrédité, et la CPRM, parce que il faut bien vous faire payer. Pour toute la partie biologique pure, c'est qu'il va falloir choisir quelle technique, quels automates. Et pour ça, nous, on s'est fait aider par un consultant qui avait exercé les fonctions d'acheteur dans d'autres groupements et par LBI. Il faut définir votre cahier des charges, choisir les fournisseurs que vous allez solliciter. Puis après, c'est le jeu de la négociation pour finir par choisir une solution. Et ça prend du temps de faire ça. Et puis ensuite, les étapes d'après, c'est les travaux, déposer votre dossier au COFRAC parallèlement à ça, préparer l'installation de vos automates, la validation de méthode, recruter vos collaborateurs et paramétrer tout votre informatique, puisque quand vous créez, vous recevez une base qui est vide et donc à vous de tout paramétrer puisque rien n'est déjà prédéfini. Donc, ça prend plusieurs mois avant de pouvoir vraiment accueillir des patients. Nous, on a commencé tout ça à temps plein l'année dernière au mois de mars et on a ouvert notre premier labo en décembre et notre dernier labo en mars de cette année. Juste, désolée, je me permets juste parce que je vois qu'il reste pas mal de diapos et que le temps tourne. Donc, de toute façon, à 18h20, il faut que je parte, j'ai un prélèvement. Donc, on a créé notre concept pour faire une interface digitale, pour faire un lien avec le patient. Donc, on a développé une appli web qui permet au patient de prendre rendez-vous et de gérer en fait tout son interface avant et après le prélèvement. Donc, la prise de rendez-vous, les questions cliniques, récupérer les kits pour faire les autoprélèvements, avoir les instructions pour être dans les bonnes dispositions préanalytiques, récupérer ses résultats et à terme, il pourra aussi également réaliser les paiements en cas d'analyse non remboursée. On va passer la vidéo. Et voilà, c'est fini en fait. Voilà. C'est terminé en fait, il n'y a plus de diapo. Donc, du coup, moi, je vous encourage à avoir plein d'expériences parce que nous, on n'aurait jamais pu se lancer dans l'aventure si on n'avait pas eu nos 10 ans d'expérience préalable ailleurs dans le monde du privé parce que l'internat, c'est super, mais finalement, vous voyez qu'une facette du métier de biologie et la biologie privée, elle ne ressemble pas du tout à l'internat et moi, j'aurais été parfaitement incapable de le faire si je n'avais pas d'abord eu mes 10 années d'expérience où j'ai retiré du bon et du moins bon, mais qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir mener ce projet et d'exercer de manière indépendante et comme je le souhaite mon métier. C'est un parcours du combattant, c'est semé d'embûches. Ce n'est pas si facile de créer aujourd'hui, mais c'est possible. Vous avez plein de partenaires pour vous aider. Il y a le réseau LBI, le syndicat. Et il faut bien vous entourer de vos familles et de vos amis parce que finalement, tout le monde vous aide dans cette aventure parce qu'à la fin, vous ne faites pas que de la biologie, vous faites aussi de la gestion d'entreprise et de l'encadrement de personnel, etc. Enfin, il y a toute une facette, ce n'est pas de la biologie, mais ça reste des éléments indispensables pour pouvoir faire votre cœur de métier in fine. En fait. Je vais m'arrêter là parce que 18h12, dans 5 minutes, il faut que j'aille prélever quelqu'un. Merci beaucoup. Il y a des questions peut-être. Je pense que vous êtes disponible sur LinkedIn s'il y a des questions. Oui, j'en ai pas pour longtemps pour aller prélever, je peux revenir après. Parfait, merci beaucoup. Et on va passer la parole à Lionel Baron, au docteur Baron, qui va nous présenter un peu toutes les facettes du métier dans le privé. Merci beaucoup, Laetitia, pour cette présentation. Et après, on fait des questions. Il y en a pas mal sur le chat et on y répondra toutes. Eh bien, bonjour à tous. Lionel Baran, je suis médecin biologiste installé dans un laboratoire indépendant en Alsace et je suis président du syndicat national Les Biologistes Médicaux. Alors, les biologistes médicaux, c'est un syndicat avec des internes, des hospitaliers et des libéraux parce qu'on a énormément de sujets. En fait, quasiment tous les sujets sont communs dans la biologie médicale. On fait le même métier, même s'il y a des facettes différentes. Et je vais vous présenter très rapidement quelques facettes qu'on peut avoir en libéral et notamment dans un site périphérique, c'est-à-dire pas sur le plateau technique, là où il y a toutes les analyses. Alors, je partage et vous me dites si c'est bon. Oui, ça a l'air d'être bon. Vous avez aussi mes coordonnées si besoin. Alors, la biologie, on en a parlé, 70% des diagnostics médicaux. On est les sentinelles du système de santé puisqu'on est les premiers à avoir les examens. Il y a une mutation accélérée du secteur, notamment dans tout ce qui est innovation, biomarqueurs. D'ailleurs, Steve Jobs disait que la vraie révolution, elle n'est pas technologique, mais biotechnologique. Et donc ça, c'est devant nous. Et on a des nouvelles missions et on travaille pour avoir encore d'autres nouvelles missions. Alors, qu'est-ce qu'on fait en site pré-poste? Eh bien, on a le contact, et ce qu'on n'a pas forcément toujours partout, avec le patient. On est expert, on fait des prélèvements de tout type.
si on ne veut pas être en contact avec le patient, c'est possible aussi. On est dans une spécialité qui permet de faire ce choix. Évidemment, on a tout ce qui est interprétation et validation transversale des dossiers, c'est-à-dire qu'on mélange toutes les disciplines dans les sites pré-poste en général, hémato, microbio, biochimie, on valide tout ensemble parce que des fois, il y a des cohérences entre les uns et les autres. Il faut interpréter les sérologies EBV, CMV par rapport à ce qu'on peut voir au microscope au frottis, voir si on a des cellules qui pourraient coller avec un syndrome viral. Et ça, c'est des choses qui sont en pratique extrêmement courantes et extrêmement importantes. Vous avez un pédiatre, un médecin qui vous envoie un patient. Si on arrive à lui répondre rapidement, l'appeler en lui disant attention, les anticorps ne sont pas encore augmentés, mais on a vu ce type de cellules, donc c'est probablement viral, ce n'est pas la peine de noter un antibiotique. Ce sont des choses en pratique qui font la plus-value du biologiste médical. Alors, ce dialogue clinico-biologique, il existe dans tous les domaines. Moi, je fais notamment de l'assistance médicale à la procréation, on en parlera dans le prochain thème par une autre personne, mais on l'a dans tous les domaines. Par exemple, les médecins qui nous demandent comment traiter par antibiothérapie, parce qu'ils ne connaissent pas les résistances naturelles de certaines bactéries, évidemment, il faut aller les rencontrer. Alors là aussi, il y a des biologistes qui sont plutôt à l'aise pour aller rencontrer les confrères, ou d'autres professionnels de santé libéraux ou hospitaliers d'ailleurs, et d'autres qui sont moins à l'aise. Mais je vais vous donner des exemples de ce qu'on a fait. Par exemple, j'ai fait le tour des chefs de service des hôpitaux, des services médicaux d'hôpitaux, pour voir comment on peut améliorer la transmission des résultats, pour s'harmoniser sur nos comptes rendus. On est allé voir les rhumatologues en auto-immunité. On a une spécialiste en auto-immunité qui regarde tous les dossiers, et quand il y a des anticorps antinucléaires supérieurs à 1,60, 1,320, avec des aspects qui nous font penser à une maladie auto-immune ou pas d'ailleurs, et qu'on va appeler le médecin pour voir si on doit rajouter d'autres examens. On discute de la clinique avec lui parce que ce sont des pathologies extrêmement complexes. En gynécologie, on a mis en place une technique PCR pour détecter une bactérie que personne ne connaît, les gynécos ne connaissaient pas, c'est Atopobium vaginae, qui maintenant s'appelle Panier-Sae, et qui est la bactérie majoritaire des vaginoses bactériennes. Et donc, on est en train de discuter avec les professionnels pour dire, voilà, cette bactérie, elle est majoritaire devant Gardnerella, alors que dans vos cours, je pense à l'internat, on vous parle de Gardnerella, et elle se fait traiter par Vablis. Ce n'est pas un antibiotique, c'est du chlorure de décalinum, ça n'a rien à voir avec un antibiotique, et c'est résistant aux flagyles, ce qu'on met habituellement sur les vaginoses bactériennes. Donc régulièrement, j'ai des SMS de gynécologues, de sages-femmes pour me dire, voilà, j'ai cette bactérie, j'ai une personne qui a des mycoplasmes, est-ce qu'il faut traiter, pas traiter, parce que certains mycoplasmes sont pathogènes, d'autres non, certains sont pathogènes selon la circonstance ou non. Par exemple, la PCR qui détecte maintenant certaines amibes dans les selles qu'on retrouve en France peuvent expliquer des fois des troubles intestinaux fonctionnels. Et les médecins n'y pensent pas toujours parce que la biologie médicale, ce n'est pas leur spécialité. Donc, ils vont chercher les MICI, ils vont chercher certains anticorps, ils vont chercher la CRP, mais ils ne vont pas forcément chercher la parasito à la recherche de blastocystes hominis ou ce type de pathogène. Et donc, ça, c'est vraiment notre dialogue clinico-biologique, c'est le fait d'aller rencontrer ces médecins, de faire des formations sur la pertinence des actes, qui fait qu'en pratique, on va être connu, reconnu, et évidemment, on passe… alors, j'ai parlé un peu de formation en ville et dans les établissements, où il y a des médecins des établissements de santé qui nous ont dit d'ailleurs, voilà, la cristallurie, Lionel, il faudrait l'améliorer dans votre compte-rendu. À l'hôpital, ils le font très bien. Et donc, on a envoyé notre technicienne en formation à l'hôpital à côté pour qu'on puisse harmoniser sur les comptes rendus de cristallurie, parce qu'on peut aller plus loin dans l'interprétation, selon les cristaux retrouvés, leur taille, etc., sur les risques, les règles diététiques à respecter. Et ces formations, on les réalise aussi dans des établissements. Par exemple, hier, j'ai fait une formation sur les bactéries multirésistantes dans une clinique avec laquelle on travaille, pour savoir quoi rechercher, qu'est-ce qui est une bactérie multirésistante pour laquelle il faut mettre des précautions complémentaires et lesquelles n'en sont pas, en expliquant les mécanismes de résistance, comment traiter. Je vais expliquer quand est-ce qu'il faut mettre des carbapénèmes, par exemple, c'est-à-dire quand il y a une infection grave en probabiliste et qu'on a une suspicion de BLSE parce que la personne a déjà eu des bactéries multirésistantes. Mais par contre, sinon, il ne faut pas l'utiliser en première intention. Il faut faire très attention avec ce type de molécules qu'on garde en dernière intention. Et donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire en biologie. Le soir même, on avait une formation avec la CPTS. Alors, c'est une communauté des professionnels de territoire de santé. Donc, il y a les infirmiers, il y a tout le monde. Et on a travaillé sur les maladies rénales chroniques parce qu'en laboratoire, on a mis en place des scores de risque qui permettent d'adresser le patient avec des choses toutes simples, albumine sur créatinurie. Et ça va beaucoup plus loin que la créatininémie et que le DFG. On a aussi expliqué quelles sont les interférences. Par exemple, vous mangez une énorme entrecôte et 3 heures après, vous faites votre bilan de créatinine, vous allez avoir un DFG effondré, en tout cas abaissé, et peut-être que certains vous enverront chez le néphro alors que ce n'est pas nécessaire.
Et le fait de faire les urines et de faire ce calcul du score permet de mieux adresser chez le néphro. Par exemple, au Canada, ils ont mis en place ça au niveau national et ils ont diminué de 90% le délai d'attente chez le néphrologue. On a mis la même chose en place pour les maladies cardiovasculaires, basées sur le cholestérol non-HDL, parce qu'on parle souvent du bon et du mauvais cholestérol, mais il n'y a pas que le HDL, il y a aussi le non-HDL, qui est beaucoup plus large, avec plein d'autres cholestérols athérogènes. Et donc, tout ça, c'est des choses où on va expliquer aux médecins, on va s'aider mutuellement avec la clinique et la biologie pour essayer de trouver le meilleur diagnostic, adresser le patient quand il faut, mais pour ça, il faut sortir du labo. Et on n'a pas besoin d'être au plateau technique pour faire ce travail-là. Moi, par exemple, je ne suis pas sur le plateau technique, je suis sur un site préposte. Alors, j'ai quelques automates d'urgence sur site. J'ai aussi un microscope, donc je lis les lames de sang et je vois les sédiments urinaires quand, par exemple, le technicien a un doute sur un diagnostic. Mais on peut faire tout ce travail-là sur des sites prépostes. Et bien sûr, il y a d'autres activités possibles. La veille scientifique, tous les mois ou toutes les 2 semaines, on fait une minute labo. Alors, on envoie à tous les prescripteurs, aux IDE, ou des fois on cible selon le prescripteur ou des fois aux établissements, en disant, bah voilà, cette technique a été mise en place. Voilà, il y a une alerte à NSM sur la TSH et les interférences liées à la biotine. Il y a des techniques qui interfèrent avec la biotine, d'autres pas. Donc, un patient qui va prendre des compléments alimentaires pour les ongles ou les cheveux va avoir une TSH qui va être complètement foireuse, alors que sur une autre technique, non. Et c'est important de le savoir. Tout ce que je vous ai dit sur la PCR, bien sûr, on l'a expliqué aux médecins avec la veille scientifique, et c'est nous qui le rédigeons, les biologistes du laboratoire qui rédigeons ce type d'informations. Et évidemment, on est obligé de se tenir au courant de toutes les recommandations qui sortent, des articles scientifiques. Alors, évidemment, quand on fait des formations, on est obligé de lire les dernières recommandations. Sur un site préposte, on peut mettre en place des techniques. Par exemple, pour la PCR, j'ai beaucoup aidé parce que j'aime bien la microbiologie, à choisir la technique. On l'a choisi justement pour pouvoir détecter cette bactérie. L'amélioration des comptes rendus, ben, voilà, les interprétations, chacun peut le faire. Celle qui a géré l'auto-immunité, ben, elle est aussi sur un site préposte. Elle est allée voir avec moi les rhumatologues de l'hôpital du CHU de Strasbourg et du CH périphérique à côté pour s'harmoniser, pour mettre en place la même conduite à tenir. Et ensuite, on a communiqué aux médecins. On a d'ailleurs fait un article scientifique sur le lupus avec les rhumatologues de Strasbourg. Il y a toute la partie qualité. Alice en a parlé aussi des RH, c'est extrêmement important. Il y en a qui aiment et qui n'aiment pas. Quand on n'aime pas, c'est pas grave, on laisse la main à quelqu'un d'autre. Mais si on aime, c'est passionnant. Et typiquement, pour que les secrétaires, c'est tellement complexe, les analyses, il y a tellement d'analyses qui existent, ça bouge tellement vite que pour pouvoir bien lire une ordonnance, je ne parle même pas de l'écriture, ça évidemment, on n'a pas tous une très belle écriture et j'en fais partie. Mais au-delà de cette écriture-là, il y a vraiment des analyses. Quand on demande une 17-OH progestérone pour un trouble hormonal de la femme, ce n'est pas la progestérone. Et ça, nos secrétaires doivent le savoir. Mais pour ça, il faut les former. Donc, il faut leur donner un guide voilà, des différentes analyses, à quoi ça sert, quand est-ce qu'il ne faut pas se tromper dans la saisie. Et pareil pour le préleveur. Le préleveur va poser des questions préanalytiques. Vous avez une demande de virus d'hépatite A, eh bien nous, on doit choisir IgM ou IgG. On n'a pas le droit de faire les deux. Donc, il faut savoir si c'est pour une vaccination ou s'il y a des douleurs abdominales. Et selon la réponse, on va adapter la prescription. Typiquement, si on a juste des facteurs rhumatoïdes pour une polyarthrite, eh bien, on va rajouter les anti-CCP. Parce qu'en pratique, des fois, c'est oublié. Donc, on a vraiment un rôle dans la pertinence des actes. Et pour ça, il faut former notre personnel aux cas les plus courants, parce qu'on n'est pas toujours présent à la saisie du dossier ni à la vérification de l'ordonnance. Par contre, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un doute, il faut que le personnel puisse se retourner vers le biologiste pour savoir ce qu'il faut saisir, sous quelles conditions, etc. etc. Mais ça, c'est aussi un travail d'harmonisation des différents sites qui est passionnant et qu'on peut tout à fait faire sur un site post-analytique. Après, on a des fondus d'informatique qui paramètrent énormément de choses, des règles qui sont très utiles en pratique, des règles d'alerte pour améliorer, même des règles d'alerte pour voire ajouter des examens en disant, bah voilà, quand on a voilà, l'hémoglobine supérieure à 18,5 avec une hématocrite supérieure à 54%, bah voilà, on appelle le médecin pour voir s'il faut rajouter une recherche de JAK2 pour la maladie de Vaquez. On peut avoir des alertes pour ce genre de choses. En tout cas, on a des personnes qui s'éclatent en informatique. On peut faire de la recherche dans un laboratoire privé et même sur un site préposte. On en a fait chez nous, mais évidemment, des laboratoires plus gros et plus spécialisés en font, c'est du quotidien. On peut même former des internes. Nous, on a ouvert un stage en ambulatoire, donc on va voir s'il va être pris, mais du coup, on pourra former des internes aussi. Ça montrera la pluralité des exercices privés et publics. Et évidemment, on peut participer à toutes les réunions de l'Agence régionale de santé lors de la crise Covid et en dehors, l'assurance maladie. Ben, évidemment, dans le syndicat, on est très présent là-dedans. C'est passionnant, même si ça ne passionne pas tout le temps, tout le monde, mais c'est une possibilité. Il y a évidemment des points de vigilance, hein, ce n'est pas rose partout, donc l'avantage c'est qu'on a besoin de biologistes, donc vous aurez le choix de votre exercice.
Mais donc, c'est à ça que ça sert aussi d'être informé. C'est important d'être informé sur la spécialité et toutes les facettes. Et voilà, demain, on travaille sur la téléexpertise. On a mis en place un logiciel pour que les infirmiers, les sages-femmes, les médecins nous contactent par ce logiciel plutôt que par téléphone quand ils ont des demandes, parce que c'est de la téléexpertise, c'est valorisé, c'est sécurisé, c'est tracé. La prescription médicamenteuse notamment, prescrire des antibiotiques en cas d'infection urinaire quand le médecin traitant n'est pas disponible. Évidemment, on le préviendra aussi par compte rendu. Mais aussi pour les IST sans ordonnance. Bientôt, les patients pourront venir en IST sans ordonnance. Ils n'ont pas toujours des médecins traitants. Donc, c'est à nous d'informer du diagnostic. On aimerait bien aussi pouvoir les traiter, puisqu'en pratique, c'est nous qui mettons nos interprétations d'antibiothérapie et on est experts dans ce domaine-là. Et bien sûr, on essaye de se trouver un médecin traitant à ces patients. On peut passer aussi par la navigation de l'ARS. Mais c'est vraiment clinico-biologique. Nous, on a de très, très, très grands liens avec nos prescripteurs, mais ça ne se fait pas tout seul. C'est-à-dire que soit on est prestataire de service, soit on va les voir. Mais dans le deuxième cas, c'est très gratifiant parce qu'ils nous appellent beaucoup et en pratique, tous les deux, cliniciens et biologistes, on arrive à démêler énormément de situations et parfois à éviter que le patient aille aux urgences ou en hospitalisation pour des choses qui auraient pu être gérées en ambulatoire. Donc voilà, on peut tout faire en pré-poste. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas changer une aiguille si on n'a pas la machine sur place, mais ce n'est pas le métier le plus intéressant peut-être du biologiste, et on a d'autres personnes qui font ça. Donc en pratique, on peut tout faire en pré-poste, que ce soit chez un indépendant ou ceux qu'on appelle des financiers d'ailleurs, parce qu'il y a des financiers chez qui ça se passe très bien dans certains sites, dans certaines sociétés de financiers, et puis dans d'autres où ça ne se passe pas bien. Donc là aussi, il faut choisir. L'avantage, c'est qu'on peut choisir. Et voilà, je vous montre quelques photos du laboratoire. C'est aussi organisé. Ceux qui aiment l'événementiel, on peut organiser de l'événementiel avec le personnel parce que c'est important que tout le monde s'entende bien. Voilà, vous pouvez aussi customiser votre bureau avec des enceintes, avec des vélos pour les fondus de vélo. Ça, on a fait des grèves tous ensemble, notre personnel ensemble, pour dire qu'on ne voulait pas un système financiarisé. À l'époque, c'était les réseaux de soins et on était aux côtés de tous les professionnels libéraux, qu'ils soient médecins, pharmaciens, dentistes, etc., pour éviter une santé à l'américaine. Voilà, ça, c'est des secrétaires et des techniciens qui sont venus avec nous en bus pour manifester ensemble. Voilà, mais on a aussi fait, alors j'ai pas mis les photos, mais on a fait de la montgolfière, des repas, etc. Parce que la cohésion d'équipe, c'est essentiel et cette polyvalence est essentielle dans notre métier pour pouvoir tous travailler ensemble au service du patient. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lionel, merci beaucoup à vous tous pour vos différentes présentations. On va passer aux questions-réponses. Il y en a eu pas mal sur le chat, il y en a certaines dont on a répondu. Alors juste au niveau des grilles de salaire, ce qui est CH et CHU, quand on est praticien hospitalier, c'est les mêmes. C'est juste quand on est hospitalo-universitaire, par contre, il y a les grilles de salaire universitaires, mais qui sont différentes. Mais là, en tout cas, la pratique hospitalière pure, ce sont les mêmes grilles dans le centre hospitalier, dans les centres hospitalo-universitaires. Il y a eu pas mal de questions. Juste un petit mot sur les hospitalo-U, si tu permets. Effectivement, les grilles sont différentes pour les hospitalo-universitaires, mais il y a des subtilités telles que l'absence de retraite payée sur la part hospitalière qui font que effectivement c'est plus compliqué que ça. Mais voilà, en gros, on s'y retrouve, mais c'est vrai que les hospitalo-universitaires ont une grille un peu plus élevée, mais des contraintes de préparation de leur retraite. Oui, qu'on espère résoudre rapidement d'après le ministère. On espère effectivement. Ça fait 20 ans que ça doit être résolu rapidement, mais espérons en tout cas. Soyons résilients. Donc voilà, effectivement, quand on est hospitalier universitaire, on a le salaire qui est un peu séparé en deux, hospitalier et universitaire. Et on cotise que sur la partie universitaire et pas sur la partie hospitalière. Exact. En ce qui concerne, il y avait pas mal de questions sur les différences entre les biologistes pharmaciens et les biologistes médecins. En fait, en soi, il y a un seul corps de métier qui est la biologie médicale. Avant, effectivement, ça s'appelait médecin biologiste, pharmacien biologiste, mais en fait, c'est tous les mêmes termes. Alors, vous m'arrêtez si je me trompe. En principe, on a tous les mêmes compétences, on a tous le même métier. La seule différence, c'est qu'effectivement, le médecin conserve son droit de prescription notamment, ce qui permet que dans certaines spécialités comme l'hémostase, la PMA, où il y a des consultations effectuées par le biologiste médical, le médecin biologiste peut faire de la prescription d'analyse biologique que ne peut pas faire le pharmacien. Ce qui fait que dans certains CHU, les pharmaciens n'ont pas accès à certains postes, même si ça se lise de plus en plus, et où de plus en plus les pharmaciens peuvent faire la prescription sous couvert du chef de service s'il est médecin. Et on est en cours, pareil, de discussion, notamment Lionel pourra en parler. Enfin, peut-être pas, je sais pas. Pour essayer d'harmoniser, pour essayer de
résoudre ça parce que pour que les pharmaciens biologistes aient les mêmes accès que les médecins biologistes. Je ne sais pas si Lionel, tu veux compléter peut-être. Pardon, vous m'entendez là? Oui. Ah oui, j'avais pas coupé le micro. Oui, on travaille beaucoup. D'ailleurs, les frottis cervico-vaginaux sont maintenant réalisables en première intention, que ce soit un pharmacien, un médecin biologiste. Et donc, on a eu un rendez-vous avec la ministre encore il y a 2 semaines pour discuter de ce sujet-là. Et on a l'impression que ça commence à faire des petits. Donc, notamment sur tout ce qui est prescription. En fait, c'est des scories qui restent dans le code de santé publique, mais c'est quand même compliqué à faire bouger. C'est petite touche par petite touche. Mais comme je dis, il y a 3 mois, il y a déjà une touche qui est passée. Donc, on espère maintenant que le reste va venir. Mais en tout cas, la volonté est là au niveau des politiques pour faire évoluer le métier. Et notamment, ce que j'ai dit sur les prescriptions médicamenteuses dans les IST sans ordonnance et les infections urinaires. On en a parlé tout récemment avec la Direction générale de la santé, qui ne sont pas du tout fermés à faire évoluer le métier dans ce sens-là. Ils y voient un intérêt. Comme je dis, c'est juste que c'est une machine lourde. C'est une machine lourde à faire bouger. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un combat, mais il y a les syndicats qui sont dessus et puis également les autres corps les autres instances qui se penchent dessus. En ce qui concerne les cours dans les IFSI et les IUT, on nous demande si tous les biologistes peuvent donner des cours ou s'il faut une formation complémentaire pour donner des cours. Peut-être que Jean Baudot peut peut-être répondre. Ouais. Non, en pratique, il ne faut pas une formation complémentaire. La formation complémentaire, telle qu'un diplôme d'université de formation à la pédagogie, est maintenant exigée lors de la dans la majorité des facs, lors de la titularisation MCUPH ou PUPH, mais dans le cadre de cours ponctuels, même s'ils sont répétés dans l'année, il n'y a pas de nécessité d'une formation spécifique à l'enseignement. C'est d'ailleurs pour ça que je regarde si oui, mon micro est allumé. C'est d'ailleurs pour ça que tous les biologistes praticiens hospitaliers, comme l'a dit Louis, comme l'a dit Mathieu, peuvent participer à de l'enseignement qui n'est pas forcément à l'hôpital. Il est en paramédical, mais il est également en fac de pharmacie ou en fac de médecine. Et j'insiste pour dire qu'on a des doyens qui sont très ouverts sur la spécialité. Voilà, professeur Baudeux en fait partie. Mais tout ça pour dire qu'on est une grande famille et qu'on soit privé, public, etc. On arrive régulièrement à nous entendre et on n'est pas dans un système où, comment dire, qu'on a déjà pu connaître de mandarinat, voilà, qui peut exister. J'ai l'impression qu'on est très ouvert en biologie médicale. Alors, ça me permet de rebondir sur ce que tu disais, Lionel, merci. Effectivement, vous, futur externe, futur interne, futur assistant EPH éventuellement, vous arrivez dans une profession qui, comme toutes les professions, est en reconfiguration, bien entendu, avec l'acquisition de nouvelles missions, mais c'est une profession où on a lissé progressivement toutes les disparités. On parlait des disparités entre médecins et pharmaciens au niveau de la biologie médicale. On est en train de lisser progressivement pour une seule profession de biologiste médical. C'est pareil à la fac, effectivement, il y a les H, il y a les HU, mais on a des H qui émargent dans des unités de recherche, qui font des enseignements, et en fait, c'est l'appétence du biologiste qui va faire un peu son cursus et son parcours. Et ça, c'est effectivement très bien. Et de la même façon, effectivement, voilà, tous les biologistes peuvent avoir différentes missions. Il faut trouver sa place et surtout la place qui vous intéresse. Oui, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, en biologie médicale, on a cette chance de pouvoir trouver sa place et de pouvoir exercer le métier qu'on a envie d'exercer parce qu'on a énormément de diversité. Et pareil sur le public libéral qu'a cité Lionel, hein, bien sûr. On n'a pas tout à fait les mêmes métiers, mais on a les mêmes missions au service du patient. Exercer différemment. Mais on ne se fait pas la guerre, hein. Ce n'est pas du tout ça. C'est peut-être ce que certains voudraient, mais bon. Il y a une question sur l'exercice à l'étranger. Donc, effectivement, le diplôme de médecin biologiste est reconnu à l'étranger. Alors, ce qui est compliqué avec la biologie médicale, c'est vrai que c'est un peu une spécificité française qui est les pharmaciens et des médecins, ce qui fait que dans certains pays de l'Union européenne où la biologie médicale est exercée uniquement par des médecins, les pharmaciens biologistes ne peuvent pas l'exercer. Donc, il faut se renseigner sur les pays où on part, où on veut aller, pour savoir si le diplôme de pharmacien biologiste est reconnu. Peut-être que Lionel, tu peux compléter sur ça.
Non, pas spécialement. Peut-être que d'autres sont plus compétents que moi, mais en tout cas, tout ce qui est francophone, c'est bon parce qu'il y a la double filière pharma-médecin. A priori, Espagne, je crois, m'a dit Mathieu. Mais Mathieu, si tu veux réagir. On dit qu'il sera en voiture, donc c'est Sur Ouais, mais l'Espagne, en je tout suis cas, d'accord, mais il existe d'autres pays européens où la biologie n'est pas médicale. exactement. Et ça pose, bon voilà, d'autres. Il faut bien se renseigner, mais là, Ouais. on est là pour ça. Et si vous ne trouvez pas l'info, on vous la fournit. Il y a le SNPADHU, un syndicat justement qui travaille sur tout ce qui est équivalence. Je retrouverai l'acronyme SNDPHUE, et voilà, qui pourra répondre à toutes ces questions parce que je ne les connais plus par cœur. Mais grosso modo, oui, c'est pas partout pour les médecins, c'est partout, pour les pharmaciens, c'est pas partout. Ouais. Et généralement, tout ce qui est pays francophones, il n'y a pas de problème. Ensuite, donc, ça, on a répondu. Alors, concernant la formation, il y avait des questions un peu sur les villes où aller. Est-ce qu'il y a des villes qui sont plus recommandées, etc. La biologie médicale, il faut vraiment comprendre que c'est vraiment extrêmement varié. Il y a les types d'exercices, il y a les spécialisations. Donc, en fait, il n'y a pas une ville qui se démarque plus qu'une autre parce qu'en fait, ça va dépendre de l'exercice que vous voulez faire. Donc, on peut difficilement répondre à cette question. Toutes les villes ont des avantages, toutes les villes ont des inconvénients. Toutes les villes, en tout cas, ont des associations locales qui peuvent répondre aux questions que vous posez, qui pourront vous dire ville par ville comment ça se passe. Toutes les associations locales, elles sont répertoriées sur le site de la FNSIPBM et tous les ans, on organise la journée d'accueil des nouveaux internes en février, où justement il y a des représentants de toutes les villes qui sont présents pour expliquer les spécificités de chaque ville. Il n'y a pas une ville qui se détache plus que les autres, parce qu'il y a des villes qui sont très bonnes en hématologie, des villes qui sont très bonnes en microbiologie, des villes qui vont accéder plus facilement à des hôpitaux périphériques, des villes qui ont des stages dans le privé. Donc ça va vraiment dépendre de l'exercice que vous voulez faire. Donc ça, il faut se renseigner en amont, mais ne pas hésiter à contacter les référents locaux des villes qui répondent généralement assez bien aux questions. Florence, c'est Louis Lacaille. Si je peux compléter tout de même, parce que je suis à Lyon, je passais par Paris, Bordeaux, Toulouse, Limoges, donc j'ai une petite expérience. Il y a quand même des CHU qui sont monoblocs avec, dans certaines villes plutôt de taille moyenne, comme voilà, Limoges, où il y a un CHU, il y a un mono-hôpital. Donc il y a un seul service de parasito, un seul service d'hémato qui concentre tous les prélèvements. Donc il y a moins de recrutement que dans des grosses villes comme Paris ou Lyon, on est d'accord, mais l'avantage c'est qu'ils vont tous au même endroit. Et ça, typiquement, Limoges, c'est une force de la formation où vous verrez tous les prélèvements d'hémato et de microbiome dans le même service. Donc voilà, il y a des choses à prendre en compte. Voilà, à Lyon, on a 3 centres de biologie. Et il y a un centre spécialisé en hémostase, un autre en hématoclinique, un autre en microbiome, on est forcément obligé d'y passer. Mais on peut faire un stage d'hématologie en fonction de son classement, de ses choix, sans jamais voir d'hématoclinique ou d'hématopédiatrique. Oui. Donc ça, effectivement, je rejoins Florence. Il ne faut vraiment pas hésiter à contacter les représentants des syndicats locaux. Chaque ville a son association, son syndicat. Et c'est vraiment dans le guide de l'interne de la FNSIPBM, je crois qu'il est mis à jour tous les ans. Oui. Il y a toutes les coordonnées intéressantes et ça, c'est vraiment très important. Merci beaucoup. Jean-Louis Baudet, vous voulez Mais réagir? inversement, moi je vais inverser la question ou la réponse. Inversement, il n'y a pas de ville où on n'est pas bien formé en biologie médicale. Oui. D'ailleurs, il y avait une étude là-dessus, derrière, Jean-Louis. Tu te souviens, il y avait une étude qui a été faite par l'ISNI à l'époque, et je crois que dans les spécialités, on était 7e sur toutes les spécialités en termes de formation, il me semble, de souvenir. Oui, tout à fait. 7e sur 42. Effectivement, si on veut devenir le spécialiste du globule rouge ovaloïde et plutôt bleu, il y a peut-être des sites qui sont plus intéressants, mais en formation de base sur la biologie médicale, il n'y a pas de mauvaise ville. Oui, ça, je rejoins, ouais. C'est juste qu'il y a des spécificités. Exact, tout à fait. Il y a une question pour vous, Stéphane, sur est-ce qu'il y a une plus-value reconnue par les industriels lorsqu'on vient de la filière biologie médicale plutôt que les filières industrie, typiquement en pharmacie? Est-ce que le fait d'être biologiste médical apporte quelque chose en plus ou C'est ce que j'ai répondu tout à l'heure dans les questions-réponses. En fait, l'internat en biologie, honnêtement, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est une vraie volonté de faire de la biologie. D'abord, ça commence par là, parce que c'est quand même un parcours qui est assez long, hein, c'est 4 ans. C'est une vraie formation complémentaire et je pense que c'est par rapport à des formations plus business, etc., pour entrer dans l'industrie, ça peut être aussi un handicap par certains aspects. Par contre, après,
je veux dire, c'est aussi un vrai background, un vrai socle sur lequel vous pouvez vous appuyer dans certains départements. Et c'est une vraie différence. Et je l'ai toujours utilisé comme un atout. Donc oui, mais vouloir rentrer dans l'industrie en passant par l'internat plutôt qu'une autre solution, je dis que si on n'est pas convaincu par la biologie, ce n'est pas forcément le bon choix. Il faut d'abord aimer vouloir faire de la biologie. Et ensuite, se poser la question, est-ce que voilà, j'exerce dans le privé, à l'hôpital, dans l'industrie du diagnostic in vitro, et en sachant qu'avec le diplôme et l'internat en poche, cette qualification à forte valeur, on peut passer d'un monde à l'autre très facilement. Là, je me suis plusieurs fois posé la question, dans le monde aujourd'hui où on demande beaucoup d'adaptabilité, que ce soit dans le monde privé, hospitalier ou industriel, c'est une vraie valeur. Voilà. C'est-à-dire qu'on a vraiment un socle pharmacien, un socle biologie médicale, un DES de biologie médicale en poche, et on peut passer d'un monde à l'autre très facilement, et ça peut vraiment être utile dans une carrière industrielle ou autre. Voilà. Mais faire l'internat sans être convaincu de vouloir faire de la biologie, je pense que ça peut être frustrant, et il faut vraiment aimer la biologie. C'est un monde passionnant et très compliqué, très complexe. Plusieurs fois dans ma vie professionnelle, que ce soit des journalistes, que ce soit le monde politique, etc., j'ai vraiment eu le sentiment, la conviction que l'extérieur, ceux qui ne sont pas qui n'ont pas suivi cette formation, qui ne sont pas dans ce métier-là, n'ont pas conscience de la diversité et de la richesse de cette profession, de cette discipline. Voilà. Voilà, si j'ai pu répondre à ma façon à cette question. Merci beaucoup. Juste, oui, effectivement, un truc qui est important, notre DES, c'est un DES de biologie médicale. Quelle que soit notre spécialisation, on est tous biologistes médicales. Donc, en fait, une fois qu'on a notre DES en poche, en théorie, on peut postuler sur à peu près tous les postes. Ce n'est pas bloquant. Après, effectivement, si un CHU recrute en hématologie cytologique, il va plutôt prendre quelqu'un qui a fait une spécialisation en hématologie. Il va moins prendre quelqu'un qui a une spécialisation en microbiologie. Mais en théorie, il y a juste certaines compétences en génétique où il faut des agréments pour certains gènes. Mais ça sera abordé mardi, je pense, par Kevin. Mais voilà, effectivement, on a un DES qui est commun, et derrière, le DES est commun, la spécialisation n'est pas bloquante. En biologie privée, si je me rappelle bien, il y a à peu près il y a 80% de pharmaciens biologistes. C'est ça à peu près, Lionel? C'est plutôt un tiers, deux tiers, 30% de médecins bio, oui. En 30-35% de médecins bio. Effectivement, honnêtement, la spécialisation, quelque part, on s'en fiche un petit peu, en tout cas dans le privé. C'est sûr que c'est bien d'avoir une maquette microbio si on veut devenir le spécialiste microbio d'un laboratoire spécialisé. Mais en pratique, nous, les microbio, ils sont polyvalents. L'hémato est polyvalent, même si celui qui avait, une maquette hémato et qui passait à l'hôpital, c'est lui qui va monter la cytométrie en flux chez nous. Mais il fait du reste aussi. Et quelqu'un de polyvalent, dans les CH notamment, ils peuvent très bien devenir microbiologistes alors qu'ils ont une maquette polyvalente. On manque de biologistes et souvent on se forme sur le tard. Il y a le socle commun, mais après, on se forme. On ne peut pas se former sur de toute façon tous les automates, toutes les pathologies, quelle que soit la discipline. Donc on se forme ensuite. Donc c'est pas bloquant, je confirme. Sauf, comme l'a dit, en génétique ou dans certains trucs AMP très, très, très spécialistes. Mais moi, je n'ai pas fait de maquette AMP et je fais des consultations en AMP, par exemple. Pour tout ce qui est remplacement et prélèvement, donc le biologiste médical, il est expert du prélèvement, donc il est censé gérer le prélèvement du début de la prescription de l'analyse à la réalisation de l'analyse. Le prélèvement fait partie intégrante de cette analyse, et effectivement, le biologiste médical est expert du prélèvement. C'est lui qui est amené à faire les prélèvements en ville, mais également dans les hôpitaux. Certains prélèvements sont faits par les internes, notamment des prélèvements de microbiologie ou des myélogrammes dans certains cas, donc ça dépend des CHU. Mais normalement, on a une formation au prélèvement qui se fait. Voilà. Maintenant, encore une fois, la biologie médicale, c'est extrêmement varié. Si vraiment on a une aversion complète pour les prélèvements, on dirigera son exercice pour ne pas faire de prélèvements. Et si on aime beaucoup les prélèvements, on le dirigera pour pouvoir en faire. Il y a vraiment une grande possibilité, un large panel. Pour ce qui est des remplacements, on peut faire des remplacements à partir du 5e semestre validé. Et ça, les remplacements, c'est pareil. On peut faire des remplacements en centre hospitalier maintenant depuis l'an dernier,
On peut faire des remplacements dans le privé, et ça, c'est chaque laboratoire qui va vous dire ce qu'il attend de vous pour le remplacement. Il y a des remplacements où on fait du prélèvement, des remplacements où on est sur le plateau technique, des remplacements où on est en validation. Enfin, ça dépend beaucoup. Mais en tout cas, c'est à partir du 5e semestre validé qu'on fait les remplacements. Et on peut faire tout type de remplacement comme on peut faire tout type d'exercice. Il y a une question sur les postes aux ECN. Donc, la biologie médicale fait partie des spécialités où souvent les effectifs ne sont pas forcément remplis, avec des taux de remplissage qui sont environ aux alentours de 80%, il me semble, sachant qu'il y a de plus en plus de droits au remords rentrants dans notre spécialité. C'est important de le noter, en fait, des personnes qui font au début des spécialités cliniques et qui finalement reviennent vers des spécialités de biologie médicale. Il faut savoir que cette spécialité, effectivement, c'est une spécialité qu'on appelle technique parce qu'on est au laboratoire, mais encore une fois, si on veut faire de la clinique, on peut faire de la clinique, on peut vraiment exercer dans tout ce qu'on veut. Et aux ECN, les postes sont maintenus tous les ans, même s'ils ne sont pas tous comblés, mais vu qu'on a beaucoup de droits au remords rentrants, on peut peut-être penser que cette tendance va s'inverser dans les prochaines années. Voilà, c'est pareil, du coup, sur la question du contact patient, lorsqu'on aime à la fois l'aspect technique, analytique, on peut vraiment le faire, que ce soit dans le public, avec des spécialités qui sont très cliniques comme la PMA, comme l'hémostase, où on a des consultations avec le patient, ou même en cytologie, où on réalise encore certains myélogrammes, mais également dans le privé, où en fait, si on est dans son laboratoire, où on a un contact avec les patients, un contact avec les cliniciens, avec l'augmentation des missions des biologistes et notamment les dépistages des MST, on peut avoir des entretiens clinico-biologiques sur tout cet aspect-là. C'est vraiment possible. Et encore une fois, c'est nous qui développons notre propre métier, donc il ne faut pas hésiter à aller chercher ces compétences parce qu'on a cette chance de pouvoir faire ce qu'on a envie de notre métier. Et c'est complètement capable de voir des patients et d'avoir un vrai dialogue avec les patients comme un vrai dialogue avec les cliniciens. Tout comme si on n'a plus juste envie de voir de patients, on peut se faire un exercice où on ne les voit plus du tout. C'est la chance qu'on a. Et on peut avoir cette double casquette, notamment en hémostase ou en PMA, où on a à la fois un côté très technique et un côté très clinique avec les patients et les cliniciens. Est-ce que ces exercices en hôpitaux veulent répondre, ou même dans le privé d'ailleurs? Oui, non, mais c'est clair, il n'y a aucune difficulté de faire les deux. Ouais, non, aucun problème. J'ai envoyé l'étude d'ailleurs sur la formation, ça date un peu, mais je pense honnêtement qu'on ne doit pas être, ça doit être la même chose. On était la 6e spécialité en termes de qualité de formation médicale dans une étude qui a été envoyée à tous les internes de France. Voilà. Alors, dans le privé, les consultations d'hémostase, c'est un peu plus rare, même s'il doit y avoir des cliniques qui vont peut-être. Je ne saurais pas dire si dans le privé, on peut faire vraiment des consultations d'hémostase. Peut-être que Lionel, Oui, on peut. Et puis d'ailleurs, mardi prochain, vous aurez la formation d'Olivier Feujas, qui est hémostasien dans le privé, qui fait des vacations à l'hôpital, qui a beaucoup de consultations. Et en pratique, il a donné son portable à tous les toubibs, et tous les toubibs l'appellent, lui envoient des SMS pour les problèmes d'interprétation en hémostase. Sinon, au quotidien, on en a, hein, d'ailleurs. Hein, nous, on répond de temps en temps, on a des demandes, etc. Peut-être moins qu'en microbiologie, mais on a des demandes de la part des médecins. Sauf que lui, il a mis ça. Voilà, lui, c'est de manière beaucoup plus poussée, mais c'est pas que l'hémostase. Voilà, c'est aussi tout ce qui est thrombotique, femme enceinte, fausse couche, etc. Quels sont les facteurs dans les thrombophilies? Toutes ces choses-là, c'est vraiment lui le référent, et il a bien géré son réseau parce que tous les médecins de ville, ils connaissent le nom d'Olivier Feujas. Voilà. Alors, En plus, il est très sympathique. Alors, consultation même pour un pharmacien, c'est toujours un peu la limite. En soi, un pharmacien peut faire une consultation, il ne peut pas prescrire. Donc voilà, mais rien n'empêche un pharmacien biologiste de donner un avis et de faire un entretien biologique. Oui, si on peut compléter un petit peu, c'est des choses qui vont bouger à un moment donné. Ça bouge déjà. Le pharmacien d'officine, il y a 15 ans, on n'imaginait pas des consultations pharmaceutiques. Le biologiste médical, on n'imaginait pas des entretiens biologiques.
il y a un moment où effectivement les nouvelles missions du biologiste médical qui sont à créer, qui sont à valider, qui sont à bien concerter, vont donner des possibilités au biologiste médical. Alors, pas forcément de prendre la place du médecin, ce n'est pas ça du tout l'objectif. L'objectif, c'est d'apporter une aide supplémentaire à la population, si possible en désengorgeant le niveau médical, que ce soit le niveau SAU ou le niveau de médecine libérale, parce qu'il y a des problèmes de déserts médicaux notamment. Donc, il y a des possibilités qui vont se faire jour. Voilà, on est une profession en évolution et c'est ça qu'il faut voir. Voilà, on ne se rabougrit pas, au contraire, on va gagner des missions. Alors, on a répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat que vous voulez poser? En tout cas, il me semble que tout sera diffusé, le webinaire sera disponible sur le site des biologistes médicaux à partir de la semaine prochaine. Il y aura certainement aussi une rediffusion aussi par la FNSIPBM. N'hésitez pas à envoyer des questions si vous en avez, à contacter les gens qui ont été présents ce soir pour faire ces présentations. La semaine prochaine, on va présenter tout ce qui est spécialité. Donc là, cette fois, vous allez avoir un éventail de tout ce qui se fait en spécialisation au niveau de la biologie médicale. Et voilà, en tout cas, je remercie beaucoup tous les intervenants qui sont venus nous présenter les différents modes d'exercice de cette spécialité qui est extrêmement variée et très riche. Et je pense que le message vraiment à retenir, c'est que la biologie médicale, on peut exercer le métier qu'on a envie d'exercer et en faire, on a cette chance de transversalité à la fois disciplinaire et de exercice qui nous permet de faire ce qu'on veut de notre métier. Merci Florence et merci à la FNSIPBM d'avoir organisé ce webinaire avec nous tous. Merci. Merci à vous. Très bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.